Lors des funérailles de mon père, ma tante a ri, pauvre Olivia, qui essaie encore de faire comme si elle comptait. Mon oncle a dit, son père est mort comme un escroc sans le sou. Mes cousins ont chuchoté sur ma pitoyable famille, se moquant de mes chaussures et de mes larmes. Même ma mère est restée silencieuse. Puis, 3-4x4 noirs sont arrivés. Des hommes en costume en sont sortis, se sont inclinés et ont dit, « Mademoiselle Olivia, l'aube vous attend. Vous avez vu ces chaussures? Un modèle spécial de chez Goodwill. » Le chuchotement de ma cousine Madison a traversé le vent d'octobre tandis que le cercueil de mon père était posé à côté de la tombe. Il voulait que je l'entende. Elle a toujours voulu que je l'entende. Et elle pleure comme si son père était quelqu'un d'important, a poursuivi Madison, au lieu d'être l'embarras du quartier qu'il était en réalité. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être ici pour assister au parcours d'Olivia. Si vous croyez que la famille doit se protéger, et non se déchirer, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à partager davantage d'histoires comme celle-ci. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite. Brett a reniflé en signe d'accord. Tante Rebecca a souri. Oncle Denny a hoché la tête comme si Madison avait dit quelque chose de profond au lieu de quelque chose de cruel. Je gardais les yeux fixés sur le cercueil de papa, celui modeste que maman et moi avions eu du mal à nous offrir. Celui que l'oncle Denny avait déjà qualifié de pathétique assez fort pour que tout le cimetière l'entende. Maman se tenait à côté de moi en silence, ne défendant pas papa, ne me défendant pas, se contentant de se tenir là comme elle l'avait fait à chaque réunion de famille pendant 23 ans pendant que sa famille nous mettait en pièces. Son père est mort comme un escroc sans rien à son nom, a annoncé l'oncle Denny à tous ceux qui écoutaient encore. Les familles de criminels engendrent des enfants criminels. C'est alors que j'ai entendu les moteurs. 3-4x4 noirs ont franchi les portes du cimetière avec une précision synchronisée. 6 hommes en costume coûteux en sont sortis. L'homme de tête, aux cheveux argentés, dangereux, indéniablement puissant, s'est dirigé directement vers moi. Il a pris ma main doucement et s'est incliné comme si j'étais de la royauté. Mademoiselle Olivia, l'aube attend de vous rencontrer. Votre père parlait de vous tous les jours. Vincent Moretti. Tout le monde dans notre ville connaît ce nom. Ma tante a émis un son d'étouffement. Le visage de mon oncle est devenu gris. Il venait de passer les funérailles de mon père à le traiter de personne sans importance, à se moquer de mes larmes, à rire de mes chaussures. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient réellement affaire. Le cimetière était devenu complètement silencieux. Même le vent semblait s'arrêter, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Le prêtre, qui s'était dirigé vers sa voiture, s'est arrêté en plein mouvement. La poignée de personnes en deuil qui s'était éloignée s'est figée sur place. Vincent Moretti tenait toujours ma main, sa poigne douce mais d'une manière ou d'une autre autoritaire. De près, je pouvais voir les fines rides autour de ses yeux, l'argent traversant ses cheveux noirs, la petite cicatrice sur son pommette gauche qui suggérait un passé de violence survécu plutôt qu'évité. Derrière lui, les 5 autres hommes se tenaient en formation, pas menaçants exactement, mais rayonnant le genre de pouvoir maîtrisé qui indiquait clairement qu'il pourrait devenir menaçant en un instant si la situation l'exigeait. L'un d'eux tenait un énorme arrangement floral, des roses blanches et des lys assemblés en quelque chose qui aurait sa place lors de funérailles d'État, pas dans ce modeste cimetière à côté des simples bouquets que maman et moi avions choisis. Je m'excuse pour l'interruption, a dit Vincent, se tournant légèrement pour s'adresser aux personnes en deuil rassemblées. Sa voix était agréable, presque chaleureuse, mais quelque chose en dessous a fait chuchoter des avertissements à mes instincts de survie. Mais mademoiselle Olivia a des affaires à régler. La vraie famille de son père aimerait lui rendre hommage. L'accent mis sur « vraie famille » n'était pas subtil. Ni la façon dont son regard a balayé tante Rebecca, oncle Denny et mes cousins avant de les écarter comme insignifiants. L'homme tenant l'énorme arrangement floral s'est avancé et l'a placé soigneusement à côté de la tombe de papa. Il éclipsait tout le reste. Une déclaration écrite en fleurs qui disait « Cet homme comptait. Cet homme était aimé. Cet homme était assez puissant pour que sa mort amène des hommes comme nous à lui rendre hommage. » Mademoiselle Olivia, a dit Vincent, reportant son attention sur moi. Quand vous serez prête, l'aube attend de vous rencontrer. Il serait venu lui-même, il a marqué une pause délicate. Il y a des raisons pour lesquelles votre père a gardé certains aspects de sa vie séparés de vous. L'aube respectait ses limites. Mais maintenant qu'Antonio est décédé, il y a des choses que vous devez comprendre au sujet de votre héritage. Mon héritage ?
Le mot flottait dans l'air comme une question que je ne savais pas comment poser. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Elle fixait Vincent avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, la terreur et la reconnaissance mélangées à parts égales. Pas de surprise, pas de confusion. De la reconnaissance. Maman ? Ma voix est sortie plus stable que je ne m'y attendais, étant donné que tout mon monde venait de basculer sur le côté. Elle a croisé mon regard brièvement, puis l'a détourné. Quand elle a parlé, sa voix était à peine un murmure, mais elle a porté dans le cimetière silencieux. Va avec eux, Olivia. Ton père. Il aurait voulu ça. Les mots ont confirmé quelque chose que je soupçonnais depuis l'arrivée des 4x4. Maman savait quelque chose depuis le début. Peut-être pas tout, mais assez pour reconnaître que des hommes en costume coûteux s'inclinant devant sa fille lors de funérailles n'étaient pas là par hasard. Elle savait que papa avait des secrets, des relations, une vie au-delà de la routine modeste de vendeur d'assurance qu'il avait maintenue pendant 23 ans. Et elle était restée silencieuse pendant que sa famille passait ses funérailles à le traiter d'escroc sans le sou. N'avait toujours rien dit pendant qu'il se moquait de mes larmes et de mes chaussures. Avait toujours choisi leur approbation plutôt que notre dignité, même en sachant qu'il y avait plus à l'histoire qu'il ne le comprenait. La trahison de ce silence a fait plus mal que tout ce que Rebecca ou Denny avaient dit. Je me suis retourné vers Vincent. Je vais vous accompagner. Son expression s'est légèrement adoucie. L'approbation peut être votre respect. Il a tendu son bras vers le 4x4 de tête, un geste à la fois courtois et autoritaire. Alors que je prenais son bras, la voix de tante Rebecca s'est élevée derrière nous, aiguë de panique. Caroline, que se passe-t-il? Qui sont ces gens? Dans quoi Antonio était-il réellement impliqué? Je n'ai pas regardé en arrière, je ne pouvais pas regarder en arrière. Si je regardais le visage de maman en ce moment, je pourrais dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Ou pire, je pourrais pleurer. Et je refusais de donner à la famille de ma mère la satisfaction de me voir craquer. Vincent m'a guidé vers le 4x4 avec une courtoisie prudente, comme si j'étais quelque chose de précieux qui avait besoin d'être protégé. L'un de ces hommes a ouvert la porte arrière. L'intérieur était plus luxueux que n'importe quel véhicule dans lequel j'étais jamais monté, des sièges en cuir qui coûtaient probablement plus cher que mes frais de scolarité, des garnitures en bois poli, une atmosphère de puissance maîtrisée qui rendait l'espace à la fois sûr et dangereux. Vincent s'est installé sur le siège en face de moi. La porte s'est fermée avec le son solide de l'ingénierie allemande, nous enfermant dans le silence. Pendant qu'à l'extérieur, la famille de ma mère sombrait dans le chaos. À travers la vitre teintée, je pouvais voir tante Rebecca saisir le bras de maman, sa bouche bougeant frénétiquement. Oncle Denny fixait les 4x4 comme s'il venait de réaliser qu'il avait commis une terrible erreur. Madison et Brett étaient figés, leur moquerie antérieure remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le 4x4 a commencé à se déplacer, doucement et silencieusement. Le cimetière s'est éloigné derrière nous. Je sais que vous avez des questions, a dit Vincent doucement. Sa voix s'était adoucie maintenant que nous étions loin du cimetière, loin de la performance qu'il avait donnée pour la famille de ma mère. Et vous méritez des réponses. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important au sujet de votre père. J'ai attendu, les mains serrées sur mes genoux, portant toujours les chaussures du magasin à rabais dont Madison s'était moqué. Antonio Castellano était le neveu de Don Salvatore, a dit Vincent prudemment, observant ma réaction. Sa mère, votre grand-mère, était la sœur cadette de l'Aube. Votre père n'était pas seulement lié à la famille Castellano. Il était de la famille, de la même famille. Et dans notre monde, le sang est tout. Les mots ne se sont pas transformés immédiatement. Don Salvatore Castellano. Le nom était légendaire dans notre ville, une figure qui opérait dans l'ombre mais dont l'influence façonnait tout, du développement immobilier aux négociations syndicales en passant par les politiciens qui remportaient les élections. Chaque article de journal sur le crime organisé présumé mentionnait ce nom. Chaque politicien jurait n'avoir aucun lien avec lui. Chaque homme d'affaires dans certains secteurs savait que les décisions importantes nécessitaient son approbation. Mon père. J'ai commencé, puis je me suis arrêté, ne sachant même pas quelle question poser en premier. Votre père a été le conseiller le plus fiable de l'Aube pendant 25 ans, a poursuivi Vincent. Il gérait les actifs commerciaux légitimes de la famille, restaurants, propriétés, investissements, et servait de pont entre notre monde et le monde dans lequel vous avez grandi. L'emploi d'assureur était réel, mais il servait aussi de couverture,
un moyen d'expliquer son style de vie confortable sans attirer l'attention sur la provenance réelle de l'argent. Le 4x4 serpentait dans des rues que j'avais connues toute ma vie, mais tout semblait différent maintenant. Ce restaurant au coin de la rue où papa m'emmenait pour les dîners d'anniversaire, est-ce que ma famille le possédait? Le chantier de construction du centre-ville où de nouveaux condos étaient en train d'être construits, l'argent de Castellano était-il en train de remodeler le quartier? Il vous a gardé à l'écart de tout cela, a dit Vincent, sa voix douce mais ferme, non pas parce qu'il avait honte de vous, honte de la famille, parce qu'il vous aimait. Il voulait que vous ayez des choix qu'il n'a jamais eus, une vie normale, un avenir sans le poids des obligations familiales à moins que vous ne choisissiez de les accepter. J'ai pensé aux appels téléphoniques tardifs de papa, aux réunions dans notre maison qui s'arrêtaient au moment où j'entrais dans la pièce, à la façon dont certaines personnes le traitaient avec un respect qui frôlait la peur lorsque nous étions en public, à la vie confortable que nous avions vécue malgré son revenu soi-disant modeste. Toutes les pièces que je n'avais jamais tout à fait comprises se sont soudainement mises en place avec une clarté dévastatrice. Votre père a laissé des instructions spécifiques, a poursuivi Vincent, au sujet de votre éducation, de votre héritage, de votre présentation à la famille. Rien ne se passe sans votre consentement. Rien ne vous est imposé. Mais l'aube voulait vous rencontrer, pour vous expliquer les choses correctement, pour s'assurer que vous compreniez qui était vraiment votre père et ce qu'il a construit pour vous. Mon père, Antonio Castellano. Pas l'escroc sans le sou que l'oncle Denis avait décrit, pas l'embarras du quartier dont Madison s'était moqué. Quelqu'un d'assez important pour que Vincent Moretti lui-même se présente aux funérailles. Quelqu'un lié à la famille la plus puissante de la ville. Quelqu'un qui avait passé 23 ans à me protéger de cette vérité pendant que la famille de ma mère nous traitait comme des ordures. Où allons-nous? J'ai demandé. Rencontrer l'aube, a répondu Vincent, votre grand-oncle. Il attend de vous rencontrer correctement depuis le décès de votre père. Il serait venu aux funérailles lui-même, mais... Vincent a marqué une pause délicate. Votre père voulait que votre présentation à la famille se fasse en privé, avec dignité, et non comme un spectacle dans un cimetière. Le 4x4 a tourné dans un quartier que j'ai reconnu, quartier historique, vieille famille, le genre de maison qui appartenait aux mêmes familles depuis des générations. Nous nous sommes arrêtés devant d'énormes portes en fer qui se sont ouvertes automatiquement, révélant un domaine qui ressemblait à quelque chose tiré d'un film sur les dynasties de la Côte. L'expression de Vincent avait de nouveau changé, n'étant plus le dangereux exécuteur du cimetière, mais quelque chose de plus proche d'un professeur patient préparant un étudiant à une leçon importante. Avant d'entrer, a-t-il dit, sa main reposant légèrement sur mon bras, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Ce qui se passe ensuite est votre choix. L'aube vous expliquera votre héritage, vos options, l'héritage de votre père. Mais rien n'est requis de vous. Vous pouvez vous éloigner de tout cela avec les actifs légitimes de votre père et vivre la vie que vous choisissez. Ou vous pouvez apprendre. Vous pouvez comprendre. Vous pouvez prendre votre place dans la famille dont votre père est issu. Les portes se sont refermées derrière nous avec un clic solide. À travers le pare-brise, je pouvais voir la maison principale, immense, élégante, rayonnant le genre de richesse qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Mon père venait de ça, avait été lié à ça, avait choisi de m'élever loin de tout ça parce qu'il m'aimait assez pour vouloir que j'aie des choix. Et la famille de ma mère avait passé 23 ans à le traiter comme un raté. La rage qui s'était accumulée depuis que Madison s'était moqué de mes chaussures au cimetière s'est cristallisée en quelque chose de froid et de concentré, pas une colère brûlante qui me rendrait imprudente. Un calcul froid que papa m'avait enseigné à travers des années à le regarder maintenir une dignité tranquille face à leurs insultes. Il l'avait traité d'escroc sans le sou, s'était moqué de mes larmes, avait ri de mes chaussures du magasin à rabais. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient réellement affaire, mais ils étaient sur le point de l'apprendre, et j'allais m'assurer que la leçon reste. Le 4x4 s'est arrêté devant la maison principale, et Vincent a ouvert ma porte avec la même courtoisie prudente qu'il avait montrée au cimetière. L'air d'octobre était différent ici, plus calme, plus lourd, comme si même le vent savait être respectueux sur cette propriété. Un homme dans sa septantaine se tenait à attendre sur les marches en pierre, les cheveux blancs, un costume impeccablement taillé, des yeux sombres qui semblaient cataloguer tout de moi en un seul coup d'œil. Il ne bougeait pas comme quelqu'un de son âge devrait bouger. Il y avait de la force dans sa posture, de l'autorité dans sa façon de se tenir. Olivia, a-t-il dit, et sa voix portait des traces de Brooklyn mélangées à quelque chose de plus ancien, quelque chose qui parlait de Sicile et de générations d'histoire familiale. Entrez, s'il vous plaît. Vincent m'a fait signe de passer devant,
reculant légèrement dans une marque de déférence qui m'a dit exactement qui était aux commandes ici. J'ai monté les marches sur des jambes tremblantes, portant toujours les chaussures du magasin à rabais dont Madison s'était moqué, essayant toujours de comprendre que la dernière heure de ma vie s'était réellement produite. L'homme tendit la main alors que j'atteignais la dernière marche. Je suis Salvador Castellano, votre grand-oncle, bien que nous n'ayons jamais eu le plaisir de nous rencontrer correctement. Sa poignée de main était ferme mais douce. Je suis désolé qu'il ait fallu la mort de votre père pour vous ramener à la maison. La maison. Le mot me semblait étrange appliqué à un endroit où je n'avais jamais été, à des gens que je n'avais jamais rencontrés. Il me conduisit à travers un hall d'entrée digne d'un musée, sol en marbre, tableaux qui semblaient originaux et coûteux, meubles qui appartenaient probablement à la famille depuis des générations. Nous traversâmes des couloirs où d'autres hommes en costume hochèrent la tête respectueusement à notre passage, leurs expressions soigneusement neutres. Le bureau de Don Salvatore sentait le cuir, les vieux livres et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier, peut-être des cigares ou le parfum particulier qui émane des pièces où des décisions importantes sont prises. Des bibliothèques du sol au plafond bordées de murs. Un bureau massif dominait l'espace. Des fauteuils en cuir qui semblaient avoir été rodés pendant des décennies étaient disposés près d'une cheminée. Il fit un geste vers l'un de ces fauteuils. « Asseyez-vous, je vous prie. » Je m'enfonçai dans le cuir à la fois ferme et confortable, mes mains agrippant la coudoir pour les empêcher de trembler. Vincent avait pris position près de la porte, présent, mais pas intrusif, comme un garde qui avait été congédié mais refusait de partir complètement. Don Salvatore étudia mon visage pendant un long moment avant de parler. « Vous avez les yeux de votre grand-mère, dit-il doucement. Maria, ma sœur cadette. Elle est décédée alors que vous n'étiez qu'un bébé, mais elle aurait aimé vous connaître. Antonio parlait de vous constamment, votre intelligence, votre force, votre gentillesse. Il était si fier de la femme que vous êtes devenue. » Quelque chose dans ma poitrine s'est brisé à ces mots. Cet étranger, cet homme que je n'avais jamais rencontré, reconnaissait ma douleur comme réelle et importante, pas embarrassante, pas pathétique. Perdre votre père. La voix de Don Salvatore se brisa légèrement, montrant une vulnérabilité dont je soupçonnais peu de gens d'avoir été témoins. C'était comme perdre un fils. Antonio était de la famille dans tous les sens du terme. Sa mort nous diminue tous. Il se dirigea vers son bureau et revint avec un dossier assez épais pour contenir un roman. Quand il le posa sur la petite table entre nous, je vis mon nom écrit sur l'onglet d'une écriture soignée. Votre père était un homme méticuleux, dit Don Salvatore, s'installant dans le fauteuil en face de moi. Il se préparait à toutes les éventualités, y compris sa mort. Ces documents représentent votre héritage. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais le dossier. La première page était un acte de propriété, Marina Bay Restaurant Group, un nom que je reconnaissais vaguement d'après les enseignes autour de la ville, 12 emplacements répertoriés avec des adresses que je connaissais. En dessous, des états financiers montrant des revenus de plusieurs millions. Je passais au document suivant, Castellano Property, 37 immeubles résidentiels et commerciaux dans toute la région métropolitaine, chacun répertorié avec des évaluations de marché actuelles qui me faisaient flouter les yeux. Des certificats d'action, des portefeuilles d'investissement, des relevés bancaires avec des soldes qui avaient tellement de zéros que je devais les compter 2 fois pour croire ce que je voyais. Votre père, dit Don Salvatore doucement, valait environ 42 millions de dollars lorsqu'il est décédé. Chaque centime légitime de cette somme vous appartient désormais. La pièce effectua une lente rotation. Je serrai plus fort les accoudoirs de la chaise, essayant de m'ancrer à quelque chose de solide. Pendant que toute ma compréhension de la réalité se restructurait. 42 millions de dollars. Alors que l'oncle Denny le traitait d'escroc sans le sou, que tante Rebecca se moquait de notre style de vie modeste, que Madison riait de mes chaussures achetées en solde, que la famille de ma mère passait 23 ans à nous traiter comme des cas de charité qui ne comprenaient pas leur place. Mon père valait 42 millions de dollars. Comment ? Le mot sortit à peine en un murmure. Votre père était brillant avec l'argent, expliqua Don Salvatore. Il a commencé avec le secteur de la restauration. Un emplacement qui a bien marché, puis un autre, puis un autre. Chaque succès a financé l'entreprise suivante. Il a acheté des propriétés quand le marché était en baisse, les a conservées, les a vendues quand les valeurs ont augmenté. Il a investi judicieusement, et il a tout fait légalement avec une documentation appropriée, des livres propres, des pratiques commerciales légitimes. Vincent parla depuis sa position près de la porte. Mais il y a plus que de l'argent, Miss Olivia.
Don Salvatore hocha la tête lentement, son expression devenant plus sérieuse. Il attrapa un autre dossier, plus mince que le premier, mais en quelque sorte plus lourd. Votre père avait également certaines responsabilités au sein de notre organisation familiale, dit Don Salvatore avec précaution. Il servait de médiateur dans les différends entre les hommes d'affaires qui ne pouvaient pas utiliser les tribunaux traditionnels. Il fournissait des services de protection aux entreprises légitimes confrontées à des menaces illégales. Il veillait à ce que certaines opérations, certaines légales, d'autres moins, se déroulent efficacement sans violence inutile. Il ouvrit le deuxième dossier, révélant ce qui ressemblait à des dossiers, nom, date, situation, résolution. J'ai vu des mentions de restaurateurs faisant l'objet d'extorsions, d'entreprises de construction confrontées à du sabotage, de commerçants menacés par des gangs. Antonio résolvait les problèmes, ajouta Vincent, le genre de problème que la police ne peut ou ne veut pas gérer, le genre qui nécessite une compréhension à la fois des affaires légitimes et du monde moins légitime qui fonctionne à côté. Ces responsabilités ne vous sont pas automatiquement transférées, dit fermement Don Salvatore. Vous héritez de l'argent de toute façon. Vous pouvez abandonner tout cela dès maintenant. Vivre la vie que vous choisissez, et la famille respectera cette décision complètement. Votre père s'est assuré que vous auriez ce choix. Je fixai les dossiers sur la table, l'un représentant une richesse légitime au-delà de tout ce que j'avais imaginé, l'autre représentant un monde dont je n'avais entendu parler que dans les reportages et les films. Mais si vous voulez comprendre, continua Don Salvatore, si vous voulez apprendre ce que votre père a construit et comment il l'a construit, cette éducation est à votre disposition. Tout ce qu'Antonio a créé peut continuer à travers vous si c'est ce que vous choisissez. Il se leva lentement et se dirigea vers une bibliothèque, en tirant un album photo relié en cuir que je n'avais pas remarqué. Quand il l'ouvrit, je vis des photos d'il y a des décennies, des réunions de famille, des célébrations, des moments d'une vie que papa m'avait complètement cachée. Il y avait papa, plus jeune, riant d'une blague que je n'entendrai jamais. Papa debout à côté d'une femme qui devait être ma grand-mère, la ressemblance étant indéniable. Papa à des mariages, des baptêmes, des funérailles, tous les événements familiaux qui s'étaient produits dans un monde dont j'ignorais l'existence. Votre grand-mère, Maria, était ma petite sœur, dit Don Salvatore, son doigt traçant son visage dans l'une des photos. Quand elle a épousé votre grand-père, que son âme repose en paix, notre père était furieux. Votre grand-père n'était pas italien, n'était pas de notre monde, n'était pas ce que notre père voulait pour sa fille. Il tourna à une autre page montrant ma grand-mère tenant un bébé. Ça devait être mon père. Mais Maria l'aimait, et finalement notre père l'a accepté. Antonio a grandi en comprenant les deux mondes, celui légitime dont venait son père et l'entreprise familiale que représentait le côté de sa mère. Il est devenu le pont entre eux, celui qui pouvait se déplacer dans les deux espaces sans attirer l'attention. J'ai étudié les photos, voyant le visage de mon père dans des contextes dont je n'avais jamais été témoin. Il avait l'air confiant ici, puissant, comme quelqu'un qui commandait le respect naturellement. Il vous a gardé séparés non pas par honte, dit doucement Don Salvatore, mais par amour. Il voulait que vous ayez les choix, qu'il n'a jamais eu une enfance normale, un avenir sans le poids des obligations familiales, à moins que vous ne choisissiez de les accepter. Il ferma l'album soigneusement et retourna à son fauteuil, ses yeux sombres étudiant mon visage avec une intensité inconfortable. Alors, je vous le demande maintenant, Olivia, que voulez-vous? Vous pouvez prendre l'argent et partir. Personne ne vous jugera. Personne ne pensera moins de vous. Ou vous pouvez rester. Vous pouvez apprendre. Vous pouvez comprendre le monde dont venait votre père et l'héritage qu'il a construit pour vous. J'ai pensé à ma mère debout silencieusement aux funérailles, à la cruauté de tante Rebecca, à l'oncle Denny traitant papa d'escroc, à Madison se moquant de mes larmes dans mes chaussures alors que le corps de papa attendait d'être enterré 23 ans à être traité comme des ordures par des gens qui n'avaient aucune idée de qui nous étions réellement. Je veux apprendre, dis-je, ma voix plus assurée que je ne m'y attendais. Je veux comprendre ce que mon père a construit. L'expression de Don Salvatore ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit, approbation, peut-être, ou satisfaction. Et je veux que certaines personnes comprennent exactement qui elles ont manqué de respect, ajoutai-je doucement. Don Salvatore et Vincent échangèrent un regard qui disait que c'était exactement la réponse qu'ils avaient espérée. Alors votre éducation commence demain, dit Don Salvatore. Vincent sera votre guide, votre professeur, votre protection pendant que vous apprendrez à naviguer dans votre héritage. Mais ce soir, vous vous reposez, vous assimilez ce que vous avez appris, vous dites au revoir à la jeune fille que vous étiez, et vous vous préparez à la femme que vous devenez.
Vincent s'avança. Je vais vous ramener à la maison, Miss Olivia, à moins que vous ne préfériez rester ici ce soir. Je secouai la tête. J'avais besoin d'être dans mon propre espace, dans la maison que j'avais partagée avec papa, pour assimiler tout ce qui s'était passé ces dernières heures. Don Salvatore se leva et m'embrassa, pas l'étreinte formelle d'un associé, mais l'affection véritable de la famille. Votre père vous aimait plus que tout au monde, dit-il doucement. Tout ce qu'il a fait, chaque choix qu'il a fait, c'était pour vous protéger et vous donner l'avenir que vous méritiez. N'en doutez jamais. Alors que Vincent me ramenait en voiture à travers la ville, je regardais les bâtiments et les commerces défiler avec une nouvelle compréhension. Ce restaurant où papa m'emmenait pour les dîners d'anniversaire était-ce l'un des 12 emplacements de Marina Bay? Ces appartements en rénovation au centre-ville étaient-ils Castellano Property? Toute ma vie avait été entourée de l'empire de mon père, et je n'avais jamais su qu'il existait. Les chaussures achetées en solde dont Madison s'était moqué semblaient soudainement différentes à mes pieds, pas honteuses, pas embarrassantes, juste des chaussures, des détails insignifiants sur lesquels les gens sans pouvoir réel se concentraient parce qu'ils n'avaient rien d'autre à juger. J'étais la fille d'Antonio Castellano, l'héritière d'un empire de 42 millions de dollars, la petite nièce de Don Salvatore Castellano, et la famille de ma mère n'avait aucune idée de ce que leur cruauté aux funérailles venait de leur coûter. Vincent arriva à ma porte le lendemain matin à cette heure précise, portant 2 tasses de café et un porte-document en cuir qui semblait coûter plus cher que mon loyer mensuel d'avant. D'avant au passé, car apparemment je possède des propriétés maintenant, des investissements, des entreprises qui génèrent des millions. Le surréalisme de la chose ne s'était pas dissipé pendant la nuit. Prête pour votre premier jour d'école, demanda-t-il avec un léger sourire, en me tendant l'un des cafés. C'était exactement comme je l'aimais, crème, sans sucre, ce qui signifiait soit qu'il avait demandé à quelqu'un, soit qu'il était le genre de personne qui prêtait attention aux détails que la plupart des gens manquaient. Je soupçonnais ce dernier. Nous avons commencé au siège de Marina Bay Restaurant Group, un immeuble de bureaux modeste dans un quartier qui s'embourgeoisait lentement depuis une dizaine d'années. Rien d'ostentatoire, rien qui ne crie au crime organisé ou à l'entreprise illégale, juste un bureau professionnel avec le nom de l'entreprise sur une plaque de bronze de bon goût à côté de l'entrée. La femme qui nous a accueillis dans le hall d'entrée avait la quarantaine, les cheveux noirs tirés en un chignon soigné, portant un tailleur professionnel sans être ostentatoire. Sa poignée de main était ferme, son sourire sincère. Miss Castellano, dit-elle, et entendre mon nom de famille prononcé avec respect au lieu de mépris me fit une drôle d'impression. Je suis Isabella Romano. Je gère les opérations de votre père depuis 12 ans. Elle nous conduisit à une salle de conférence où des rapports financiers étaient déjà étalés, organisés par emplacement et par trimestre. Alors qu'elle me présentait les chiffres, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de restaurants. C'étaient des opérations soigneusement orchestrées qui offraient des emplois et de la stabilité à des centaines de familles. Votre père visitait chaque emplacement tous les mois, expliqua Isabella, en affichant les listes d'employés sur son ordinateur portable. Il connaissait le nom de chaque gérant, la plupart des serveurs, même le personnel de cuisine. Les gens ne travaillaient pas pour votre père parce qu'ils avaient peur de lui. Ils travaillaient pour lui parce qu'il les traitait équitablement et les payait bien. Elle me montra les états de profit et pertes, les registres de paie, les contrats des fournisseurs. Tout était méticuleusement documenté, géré de manière professionnelle, complètement légitime. La fierté dans sa voix quand elle parlait de papa était indéniable. Ce n'était pas de la peur ou une obligation. C'était un respect sincère pour un homme qui avait construit quelque chose de précieux. Il n'a jamais manqué une paie, dit-elle doucement. Même pendant la récession, alors que la moitié des restaurants de cette ville fermaient, votre père s'est assuré que chaque employé soit payé à temps. Il a lui-même subi des pertes plutôt que de licencier des gens. J'ai pensé à l'oncle Denny le traitant d'escroc, à tante Rebecca insinuant que son argent provenait d'affaires louches et d'activités illégales. Ces restaurants nourrissaient des familles, offraient des avantages sociaux, créaient des opportunités. Il n'y avait rien de louche à cela. Après Marina Bay, Vincent m'a emmené à Castellano Property où j'ai rencontré Daniel Foster, un homme d'une 50aine d'années avec des tempes grisonnantes et l'air buriné de quelqu'un qui avait passé des décennies à gérer des immeubles et à traiter des problèmes de locataires. Votre père avait une philosophie sur l'immobilier, expliqua Daniel alors que nous passions devant plusieurs des propriétés de son portefeuille. Il achetait des immeubles dans des quartiers qui avaient besoin d'investissement, les rénovait correctement et facturait des loyers juste pas au plus bas. Il ne dirigeait pas une œuvre de charité, mais assez juste pour que les familles ouvrières puissent se les permettre, mais assez pour entretenir correctement les propriétés et réaliser un profit raisonnable.
Nous nous sommes arrêtés devant un immeuble d'appartements de 3 étages qui avait clairement été rénové récemment, peinture fraîche, nouvelles fenêtres, une petite cour qui semblait bien entretenue. Ce bâtiment était condamné quand votre père l'a acheté il y a 15 ans, dit Daniel. Des dealers de drogue opéraient dans la moitié des logements, le propriétaire l'avait abandonné, la ville prévoyait de démolir. Votre père l'a acheté, l'a nettoyé, a rénové chaque logement et l'a transformé en logements abordables. Les familles qui vivent ici maintenant, la plupart d'entre elles sont ici depuis plus d'une décennie. C'est de la stabilité. C'est une communauté. Il me montra des photos sur son téléphone, des photos avant et après qui racontaient une histoire de transformation et d'investissement. Papa n'avait pas été un propriétaire de taudis extrayant un profit maximum. Il avait construit quelque chose qui durait, quelque chose qui améliorait les quartiers au lieu de les exploiter. Antonio était dur mais juste, continua Daniel alors que nous marchions dans la propriété. Les locataires qui payaient leur loyer à temps et respectaient les règles de base, il travaillait avec eux s'ils traversaient des moments difficiles, leur proposait des plans de paiement, les aidait. Les locataires qui détruisaient la propriété ou causaient des problèmes aux voisins. Il ne tolérait pas ça, mais il donnait toujours aux gens la possibilité de faire ce qu'il fallait avant que les conséquences ne se produisent. Chaque personne que j'ai rencontrée cette première semaine traitait la mémoire de mon père avec une affection sincère, pas la fausse sympathie que les gens offrent aux funérailles, mais un respect véritable né d'années de collaboration avec quelqu'un qui valorisait la compétence et traitait les gens avec dignité. Le contraste avec la famille de ma mère ne pouvait pas être plus frappant. Le 4e jour, Vincent m'a emmené rencontrer Elena Ricci dans un petit bureau au-dessus d'un des restaurants de Marina Bay. Elle avait un regard perçant et était directe, avec une présence qui suggérait qu'elle ne perdait pas de temps avec les amabilités. Votre père s'occupait de ce que nous appelons les relations communautaires, expliqua-t-elle, en désignant des classeurs qui tapissaient un mur de son bureau. Les problèmes que les canaux traditionnels ne peuvent ou ne veulent pas résoudre, les différends qui nécessitent une médiation, les situations qui requièrent des solutions créatives. Elle a sorti un dossier au hasard et l'a ouvert sur le bureau entre nous. À l'intérieur, il y avait des notes détaillées sur un propriétaire de restaurant victime d'extorsion de la part de membres d'un gang qui avait décidé que son entreprise devait payer de l'argent de protection. La police ne pouvait pas aider, a dit Elena. La victime avait trop peur de témoigner. Le gang avait des connexions politiques qui rendaient l'intervention officielle compliquée. Votre père est intervenu, a eu des conversations avec les dirigeants du gang, a expliqué que cette entreprise particulière était sous la protection de Castellano et a suggéré qu'ils concentrent leurs activités ailleurs. Problème résolu sans violence. Elle m'a montré cas après cas. Une entreprise de construction confrontée à du sabotage de la part de concurrents qui n'aimaient pas les soumissions honnêtes. Un propriétaire de magasin sous la pression de prêteurs sur gage qui facturait des intérêts illégaux. Une entreprise familiale ciblée par des promoteurs immobiliers qui voulaient la propriété et se moquaient des méthodes d'acquisition légales. Dans chaque cas, papa était intervenu, parfois par des négociations, parfois par des pressions exercées sur les bonnes personnes, parfois avec des solutions qui existaient dans des zones grises entre le légal et l'illégal. Votre père a empêché la violence, a dit Elena fermement. Le quartier le pleurait parce qu'il assurait la sécurité des gens d'une manière que le système ne pouvait ou ne voulait pas faire. Ce n'était pas un saint. Ce travail exige parfois de se salir les mains, mais il avait des principes, protéger les innocents, arrêter les brutes, s'assurer que les gens ordinaires pouvaient vivre et travailler sans être victimes. C'était bien loin de l'empire criminel qu'avait toujours insinué tante Rebecca. Oui, papa opérait en dehors des canaux normaux. Oui, certaines de ses méthodes n'étaient pas strictement légales, mais il protégeait des personnes qui n'avaient nulle part ailleurs où se tourner. Le 6e jour, Vincent m'a emmené chez Bennett Auto Repair dans un quartier que j'ai reconnu de mon enfance. L'atelier était petit mais propre, avec une enseigne peinte à la main et un parking qui aurait dû être plein de clients, mais ne contenait que 3 voitures. Marcus Bennett est sorti, s'essuyant les mains sur un chiffon, son visage montrant un épuisement qui allait au-delà de la fatigue physique. Il avait peut-être 55 ans, avec la carrure de quelqu'un qui avait fait un travail manuel toute sa vie et la posture abattue de quelqu'un qui voyait ses rêves s'effondrer. « Mademoiselle Castellano », a-t-il dit, me serrant la main avec une poigne ferme malgré son stress évident. « J'apprécie que vous ayez pris le temps. Votre père m'a déjà aidé une fois, il y a environ 10 ans, quand je débutais. J'espérais que vous ayez hérité de son sens de l'équité. » Nous nous sommes assis dans son petit bureau pendant qu'il expliquait la situation. Une plus grande chaîne automobile s'était installée dans la région et avait décidé que l'atelier indépendant de Marcus était une concurrence dont il n'avait pas besoin.
Ils avaient commencé par des prix prédateurs, le sous-vendant jusqu'à ce qu'ils perdent même de l'argent, puis étaient passés à l'intimidation, au vandalisme, aux menaces envers ses employés, aux plaintes anonymes auprès des inspecteurs de la ville concernant des violations qui n'existaient pas. J'ai perdu la moitié de mes clients en 3 mois, a dit Marcus, sa voix se brisant légèrement. J'ai 5 employés qui dépendent de moi, des familles qui ont besoin de leur chèque de paie. Si cela continue encore un mois, je devrais fermer. 20 ans de construction de cette entreprise anéantie. Vincent m'observait attentivement pendant que Marcus parlait. C'était un test, j'ai réalisé. Ma première vraie décision, ma première chance d'utiliser le pouvoir dont j'avais hérité. J'ai posé des questions. Qui était le propriétaire de la chaîne concurrente? Quelle tactique spécifique utilisait-il? Marcus avait-il essayé les voies légales? Les réponses ont dressé un tableau clair d'intimidation systématique conçue pour détruire la concurrence. La rage brûlante que j'avais ressentie aux funérailles de papa s'était refroidie en quelque chose de plus concentré, de plus stratégique. C'était exactement le genre de situation que papa avait géré, un homme d'affaires honnête détruit par des brutes qui avaient plus de ressources et aucune éthique. Donnez-moi 3 jours, ai-je dit à Marcus. Ne prenez aucune décision concernant la fermeture. Donnez-moi juste 3 jours. Le soulagement a inondé son visage. Merci. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais merci d'essayer. Alors que nous partions, l'expression de Vincent montrait quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. Ton père s'en serait occupé exactement de cette façon, a-t-il dit. Écoute, ma sœur, ne promets rien de spécifique, mais donne de l'espoir. Ensuite, tiens tes promesses. Comment s'en serait-il occupé? J'ai demandé. En trouvant des points de pression, a répondu Vincent. Tout le monde a des vulnérabilités. L'astuce consiste à les trouver et à appliquer une pression précisément là où cela compte le plus, pas des démonstrations, pas des menaces, juste une action silencieuse et efficace qui fait comprendre aux gens que continuer leur comportement actuel leur coûtera plus cher qu'ils ne sont prêts à payer. Je commençais à comprendre ce que papa avait vraiment fait, pas de violence, pas d'intimidation grossière, application stratégique de la pression soutenue par des informations et des ressources que la plupart des gens ne possédaient pas, un pouvoir utilisé avec précision au lieu de brutalité. Ce soir-là, je suis allé en voiture à la petite maison que maman et moi avions partagée avec papa. Elle était dans le salon entourée de boîtes qu'elle était en train d'emballer, ses affaires éparpillées partout comme des artefacts d'une vie qu'elle admettait enfin ne pas comprendre. Elle a levé les yeux quand je suis entré, son visage montrant de la culpabilité et quelque chose d'autre, peut-être de la peur, ou de l'incertitude quant à où nous en étions maintenant. Olivia, a-t-elle dit, se levant maladroitement. Je n'étais pas sûr que tu reviendrais. Je me suis assise dans le fauteuil de papa, le fauteuil inclinable usé où il lisait des journaux et regardait des matchs et prétendait que sa vie était aussi simple que son travail d'assureur le suggérait. Qu'est-ce que tu savais, maman, ai-je demandé directement, à propos de la vraie vie de papa, de sa famille, de son entreprise. Elle s'est rassise lourdement, ses mains se tordant sur ses genoux. Le silence s'est étiré pendant près d'1 minute avant qu'elle ne parle enfin. Je savais qu'il venait d'une famille riche, a-t-elle admis doucement. Je savais qu'il avait des relations importantes. Mais Antonio gardait les détails vagues, et j'ai appris à ne pas poser de questions. Pourquoi? Parce que poser des questions signifiait reconnaître des choses que je ne voulais pas reconnaître, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Ton père m'a dit une fois, tôt dans notre mariage, que les affaires de sa famille impliquaient des activités qui existaient dans des zones grises. Il a dit que moins j'en savais, plus je serais en sécurité. Et moi, j'ai choisi de ne pas savoir, même quand ta famille l'a traité comme une ordure pendant 23 ans. Elle a tressailli. Je pensais que le défendre empirerait les choses. Que si je ripostais, ma famille nous couperait complètement les vivres, et alors où serions-nous? Où serais-tu? Tu veux dire? Ai-je corrigé? Tu avais peur de perdre leur approbation, pas de la dignité de papa, pas de me protéger de leur cruauté. J'avais peur, a-t-elle chuchoté, d'être seule, de perdre la seule famille qui me restait à part toi et Antonio. Alors, tu nous as sacrifiés à la place. Elle a commencé à pleurer, des larmes silencieuses et défaites qui auraient dû m'émouvoir, mais qui ne faisaient que me fatiguer. Les hommes dans les VUS, a-t-elle dit après un moment, aux funérailles, c'était sa famille. Oui. Et ils sont venus pour toi. Ils sont venus me dire qui je suis vraiment, ai-je dit, qui papa était vraiment, ce qu'il a construit.
Elle m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, peut-être de la terreur, mêlée à une prise de conscience naissante que la vie modeste que nous avions vécue avait été une fiction élaborée que papa avait maintenue pour nous protéger. « Qu'est-ce que tu vas faire » a-t-elle demandé. « Apprendre » ai-je dit simplement. « Comprendre ce que papa a créé. Prendre ma place dans la famille dont il est issu. » « Olivia, ce monde est mon droit de naissance » ai-je interrompu. Que tu le veuilles ou non, le fossé entre nous n'avait jamais semblé aussi grand. Elle avait fait ses choix, le silence, la faiblesse, choisir le confort plutôt que le courage. J'étais en train de faire les miens. Je suis parti sans promettre de revenir bientôt. Elle ne m'a pas demandé de le faire. 3 mois se sont écoulés pendant que j'apprenais à naviguer dans mon héritage, 3 mois de réunions matinales avec Vincent, des après-midi à étudier les opérations commerciales, des soirées à passer en revue les dossiers sur le travail communautaire de papa, 3 mois de transformation de la fille qui s'était tenue à la tombe de son père avec des chaussures achetées dans un magasin discount à quelqu'un qui comprenait à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Puis Madison a appelé. Mon téléphone a sonné un mardi soir alors que je passais en revue des portefeuilles immobiliers dans le bureau de la maison de ville que j'avais achetée, modeste selon les normes de Castellano, mais à des années-lumière de la petite maison que j'avais partagée avec maman et papa. Le numéro qui s'est affiché m'a fait faire une pause. Je n'avais pas eu de nouvelles de la famille de maman depuis les funérailles. Olivia. La voix de Madison avait une douceur artificielle qui a immédiatement levé toutes les gardes que j'avais appris à construire au cours de 3 mois d'éducation. Je pense tellement à toi. Comment vas-tu? J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour être inconfortable. Je vais bien, Madison. Que puis-je faire pour toi? Eh bien, je sais que les choses étaient tendues aux funérailles de l'oncle Antonio. La façon dont elle disait, tendu, comme si nous avions eu un désaccord mineur plutôt qu'elle se moquant de mes larmes alors que le corps de mon père attendait d'être enterré. Mais nous sommes une famille, n'est-ce pas? Et je pensais que nous pourrions peut-être renouer, peut-être déjeuner ensemble un de ces jours. Déjeuner? Ai-je répété d'un ton neutre, attendant la vraie raison de son appel. En fait, sa fausse douceur s'est légèrement fissurée. J'ai entendu dire que tu avais hérité d'une somme d'argent de l'oncle Antonio, et Brett et moi étions en train de créer cette agence de marketing boutique. Une opportunité vraiment excitante, mais nous pourrions utiliser un investisseur qui croit que la famille doit se soutenir. J'ai failli rire. L'audace était à couper le souffle. La même cousine qui nous avait appelé la famille pitoyable voulait maintenant de l'argent de l'héritage qu'elle avait supposé ne pas exister. Combien cherches-tu? Ai-je demandé, gardant ma voix calme et curieuse. Eh bien, pour vraiment lancer correctement, nous aurions besoin d'environ 60 000 $, mais même 30 ou 40 nous aideraient à démarrer. Et évidemment, tu verrais des retours une fois que nous serions rentables. C'est une véritable opportunité d'investissement, pas juste un coup de pouce. 60 000 $ à Madison? Cela lui semblait probablement une somme énorme. Elle n'avait aucune idée que je pouvais émettre ce chèque sans même vérifier le solde de mon compte. C'est intéressant, ai-je dit. Parle-moi de ton plan d'affaires. Elle s'est lancée dans un argumentaire décousu sur le marketing des médias sociaux et le développement de la marque et l'exploitation des synergies, tous les mots à la mode que les gens utilisent quand ils ne comprennent pas vraiment les affaires. Je l'ai laissé parler, posant de temps en temps des questions qui lui faisaient croire que j'envisageais sérieusement l'investissement. Tu sais quoi, ai-je dit quand elle a finalement épuisé son argumentaire répété. Cela ressemble à quelque chose dont nous devrions discuter correctement. Pourquoi n'en parlons-nous pas au dîner de Noël? J'organise cette année. La pause au bout du fil était lourde de calculs. Le dîner de Noël chez toi. J'ai plus d'espace maintenant, ai-je dit simplement, et je pense qu'il est temps de créer de nouvelles traditions familiales. J'enverrai des invitations à tout le monde, toi, Brett, tes parents, ma mère. J'ai des annonces à faire de toute façon. Nous pourrons discuter de ta proposition commerciale à ce moment-là. Madison était clairement en train de peser le pour et le contre, soit de pousser pour un accès plus rapide à l'argent, soit d'accepter l'invitation qui la mettrait dans mon espace selon mes conditions. C'est vraiment généreux de ta part, Olivia, a-t-elle dit finalement. Le dîner de Noël semble parfait. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Vincent. Ma cousine vient de me demander 60 000 $ pour démarrer une agence de marketing, lui ai-je dit. Je pense que nous sommes prêts à passer à la révélation de Noël. Comment veux-tu structurer ça? Sa voix portait l'approbation même à travers le téléphone. Je veux qu'ils soient tous là,
tous ceux qui se sont moqués de papa à ses funérailles. Et je veux des documents qu'ils ne peuvent pas contester, des relevés bancaires, des titres de propriété, des licences commerciales, tout ce qui prouve exactement qui était papa et ce qu'il a construit. Considère que c'est fait. J'aurai des dossiers complets prêts d'ici la semaine prochaine. Les dossiers sont arrivés dans des portefeuilles en cuir 5 jours plus tard. Vincent les a étalés sur la table de la salle à manger de ma maison de ville, et nous avons passé en revue chacun d'eux systématiquement. L'oncle Denis d'abord. Son entreprise d'import-export perdait de l'argent, mauvaise décision d'inventaire, relation terrible avec les fournisseurs, clients l'abandonnant pour des concurrents plus fiables. Il était peut-être à 3 mois de la faillite, mais il le cachait à tout le monde en prenant des avances de fonds sur des cartes de crédit pour couvrir les dépenses de base. Il dit aux gens que les affaires vont très bien, a dit Vincent, en tapant sur des états financiers qui racontaient une histoire très différente, mais les chiffres ne mentent pas. Il se noie. Le dossier de tante Rebecca était encore plus révélateur. Une dette de carte de crédit approchant les 6 chiffres. Des vêtements de créateurs achetés pour maintenir les apparences alors que les paiements minimums étaient manqués. Sa cote de crédit avait chuté de plus de 100 points au cours de la dernière année seulement. Elle achète des choses pour prouver qu'elle réussit, ai-je observé, en étudiant les historiques d'achat, des sacs à main, des bijoux, des repas au restaurant qu'elle ne peut pas se permettre. Tout est performance. Les dossiers de Madison et Brett montraient un désespoir similaire masqué en ambition. Les deux avaient perdu leur emploi au cours de la dernière année, Madison d'une firme de marketing après avoir manqué des échéances à plusieurs reprises, Brett d'un poste de vendeur après des avertissements de performance qu'il avait ignorés. Ils vivaient aux dépens de leurs parents tout en faisant croire à leurs amis qu'ils avaient décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. L'agence de marketing que Madison avait présentée était du désespoir dans un plan d'affaires, aucun client réel, aucune stratégie concrète, juste l'espoir que le fait de se qualifier de propriétaire d'entreprise générerait d'une manière ou d'une autre des revenus. Ils ont passé 23 ans à regarder votre famille de haut, a dit Vincent doucement, tout en construisant des vies qui sont à une crise financière d'un effondrement complet. L'ironie était presque poétique. Il s'était moqué de papa en tant que pauvre escroc alors qu'il était assis sur 42 millions de dollars d'actifs légitimes. Il nous avait qualifiés de pitoyables alors qu'il se noyait dans des dettes qu'il ne pouvait pas reconnaître. Je veux leur montrer, ai-je dit, pas les détruire, juste leur montrer la vérité qu'ils ont été trop arrogants pour voir. Vincent a hoché la tête. Ton père approuverait cette approche. J'ai passé la semaine suivante à me préparer. J'ai acheté un domaine dans le quartier historique, pas la plus grande maison disponible, mais suffisamment impressionnante pour faire une déclaration, le genre d'endroit où l'ancienne fortune vivait tranquillement mais visiblement. L'adresse à elle seule soulèverait des questions. Les invitations de Noël sont sorties sur du papier cartonné épais avec une écriture élégante, formelle mais chaleureuse, délibérément vague sur les annonces que je ferais, juste assez pour assurer la curiosité et la participation. Vincent m'a mis en contact avec un coordonnateur d'événements qui comprenait exactement quel genre de dîner je voulais, confortable, mais clairement coûteux, traiteur de l'emplacement phare de Marina Bay, celui, m'a dit Isabella, qui avait accueilli 3 gouverneurs et d'innombrables élus de la ville au fil des ans, des vins de la collection personnelle de papa que Vincent avait transférés à la cave de ma nouvelle maison, des mises en table qui murmuraient l'élégance plutôt que de crier. L'ostentation. Le but, ai-je expliqué au coordonnateur, est de créer une atmosphère où ils réalisent que quelque chose a changé, mais ils ne peuvent pas tout à fait identifier quoi avant que nous ne soyons prêts à le révéler. Nous avons préparé des dossiers de présentation pour chaque membre de la famille, des documents soigneusement sélectionnés sur les avoirs commerciaux de papa, les titres de propriété, les états financiers, des articles sur les programmes communautaires qu'il avait financés, rien de classifié ou de sensible, juste une preuve légitime de qui Antonio Castellano avait vraiment été. Vincent a suggéré d'amener Don Salvatore au dîner. Sa présence rendrait la dynamique de pouvoir indubitable, a-t-il soutenu. J'ai secoué la tête. Cette première révélation doit porter sur l'héritage de papa, sur le fait de leur montrer qu'ils ont manqué de respect, pas sur le fait de les intimider avec les liens familiaux. Cela viendra plus tard si nécessaire. Ton père s'en occuperait exactement de cette façon, a dit Vincent avec approbation. La veille du dîner de Noël, j'ai rencontré Don Salvatore dans son bureau. Il a versé 2 verres de whisky qui coûtaient probablement plus que le salaire mensuel de ma mère ne l'était auparavant, un autre détail de mon ancienne vie qui semblait de plus en plus lointain. Demain est un grand jour, a-t-il observé, s'installant dans le fauteuil en cuir en face de moi. Dis-moi ce que tu espères accomplir. J'ai considéré la question honnêtement.
Une partie de moi veut les voir souffrir comme ils ont fait souffrir papa et moi pendant 23 ans. Il a hoché la tête lentement, sans aucun jugement dans son expression. C'est naturel. Ils t'ont blessé. Tu veux qu'ils ressentent ce que cette blessure a été. Mais je ne sais pas si c'est ce que papa voudrait. J'ai admis qu'il avait passé toute sa vie à être patient avec eux, digne, à encaisser leurs insultes sans riposter. Don Salvatore a pris une gorgée de son whisky, m'étudiant avec ses yeux sombres qui ne laissaient rien passer. « Laisse-moi te raconter une histoire de vengeance », a-t-il dit finalement. Quand j'étais jeune, peut-être 25 ans, un homme a humilié mon père lors d'un événement public, l'a fait paraître faible devant des personnes dont le respect comptait. Je voulais le blesser, je voulais qu'il paie dans le sang pour avoir manqué de respect à ma famille. Il s'est arrêté, le souvenir étant clairement encore vif des décennies plus tard. Mon père m'a fait asseoir et m'a expliqué quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit, la vengeance ne doit jamais viser la destruction. Elle doit viser l'équilibre, l'enseignement de leçons qui crée la compréhension plutôt que de simplement causer de la douleur. Que as-tu fait? Ai-je demandé. J'ai montré à l'homme la vérité sur lui-même, a répondu Don Salvatore, j'ai révélé ses propres faiblesses et échecs d'une manière qu'il ne pouvait ignorer ou nier, je lui ai fait comprendre exactement ce qu'il avait fait et pourquoi c'était mal. Cette leçon a duré beaucoup plus longtemps qu'aucune punition physique ne l'aurait fait. Il s'est légèrement penché en avant, son regard intense. Tu as le pouvoir maintenant de détruire financièrement la famille de ta mère. Je pourrais faire quelques appels, et d'ici le nouvel an, leur crédit serait ruiné, l'entreprise de Denis serait saisie, Rebecca perdrait tout. Ce serait facile. Mais, ai-je insisté, mais est-ce ce que ton père aurait voulu? Don Salvatore a demandé. Antonio a passé 23 ans à leur montrer une dignité silencieuse face à la cruauté. Il t'a enseigné la patience et la stratégie par son exemple. Voudrait-il que tu utilises son héritage pour devenir le genre de personne qui détruit des familles? J'ai pensé à papa lisant le journal dans son fauteuil inclinable usé, à la façon dont il avait géré les insultes de la famille de maman avec des réponses calmes qui ne s'abaissaient jamais à leur niveau, aux entreprises qu'il avait bâties qui aidaient les gens au lieu de les exploiter. Je veux qu'ils comprennent à qui ils ont manqué de respect, ai-je dit lentement, qu'ils reconnaissent leurs erreurs, qu'ils voient la vérité sur eux-mêmes et sur papa, mais je ne veux pas devenir la personne cruelle qu'ils ont été. Don Salvatore a souri, une chaleur authentique qui a transformé son expression habituellement sévère. Tu ressembles plus à ton père que tu ne le sais, a-t-il dit. Antonio serait très fier de la femme que tu deviens. Il a levé son verre dans un petit toast. Demain, tu leur montreras la vérité. Tu leur donneras la chance de reconnaître leurs erreurs et de choisir comment réagir. C'est la justice, Olivia. La vraie justice, pas la vengeance déguisée en droiture. J'ai fait teinter mon verre contre le sien, sentant une partie de la colère qui s'était accumulée pendant 3 mois se transformer en quelque chose de plus ciblé, de plus contrôlé. Demain, la famille de ma mère apprendrait exactement qui Antonio Castellano avait été. Ils verraient l'empire dont ils s'étaient moqués, comprendraient l'héritage qu'ils avaient rejeté, reconnaîtraient l'erreur de jugement catastrophique qu'ils avaient commise à ses funérailles, et ensuite je leur donnerais le choix de ce qu'il fallait faire de cette connaissance, tout comme papa l'aurait fait. La veille de Noël est arrivée avec un ciel clair et un air froid qui semblait approprié pour ce que j'avais prévu. Je me suis tenu à la fenêtre de mon nouveau domaine, observant la rue, les nerfs et l'anticipation se mélangeant à parts égales. Ce n'était pas juste un dîner. C'était le moment où tout changeait. La berline de l'oncle Denis a franchi les portes de fer à exactement 17h45, 15 minutes en avance. Ils avaient probablement passé le trajet en voiture à spéculer sur l'endroit où j'avais trouvé l'argent pour une maison dans ce quartier, à répéter des questions déguisées en inquiétude. Je les ai regardés sortir de la voiture. Tante Rebecca d'abord, portant ce qui était probablement censé être une marque de créateur, mais qui ressemblait à une imitation coûteuse même de loin. Sa tête a pivoté, observant la propriété, l'expression passant de la confusion au calcul. L'oncle Denis est sorti plus lentement, ses yeux évaluant déjà, mesurant, essayant de déterminer combien tout cela avait coûté. Madison et Brett sont sortis de la banquette arrière, échangeant des regards que j'ai reconnus, du ressentiment mêlé à de la cupidité, le genre d'expression que les gens ont quand ils réalisent que quelqu'un qu'ils méprisent pourrait en fait avoir quelque chose qu'ils veulent. Maman était la dernière, traînant derrière eux tous, son langage corporel criant l'inconfort. Elle savait des choses qu'ils ne savaient pas. Elle comprenait que ce soir ne serait pas la réconciliation familiale qu'ils attendaient probablement. J'ai ouvert la porte moi-même avant qu'ils ne l'atteignent.
Le coordonnateur d'événements avait suggéré de faire répondre le personnel, mais je voulais que ce moment soit personnel. Il ne s'agissait pas d'afficher la richesse. Il s'agissait de leur montrer la vérité. Olivia. La voix de tante Rebecca était trop brillante, une chaleur artificielle qui n'atteignait pas ses yeux. Cette maison est... Mon Dieu! Comment diable as-tu pu t'offrir cet endroit? La question était une accusation déguisée en curiosité. Elle voulait que j'admette que j'avais reçu de l'argent de quelque part de douteux, quelque chose qui confirmerait leur conviction de longue date sur les liens criminels de papa. Papa m'a bien pourvu, ai-je dit simplement, en m'écartant pour les laisser entrer. Le hall d'entrée a dit ce que je n'avais pas besoin de dire, des sols en marbre, un lustre en cristal, des meubles qui murmuraient l'ancienne richesse plutôt que de crier la nouvelle richesse. Les yeux de l'oncle Denny ont tout catalogué avec une envie à peine dissimulée. C'est une belle amélioration par rapport à cette petite maison que tu partageais avec Antonio, a-t-il observé, et d'une certaine manière, il l'a fait sonner comme une insulte. Différentes circonstances, ai-je répondu d'un ton neutre. Laissez-moi prendre vos manteaux. Madison et Brett n'avaient encore rien dit, mais je pouvais les voir réévaluer tout ce qu'ils pensaient savoir de moi. La cousine dont ils s'étaient moqués aux funérailles vivait soudainement dans une maison qui coûtait probablement plus cher qu'ils ne gagneraient dans leur vie. Je les ai conduits à la salle à manger où la table était mise avec de la porcelaine et du cristal de la collection de papa, des pièces, m'avait dit Isabella, qu'il avait acquises au fil des ans, chacune choisie avec soin. Les verres à vin à eux seuls coûtaient probablement plus cher que le paiement de la voiture de l'oncle Denny. Les yeux de maman se sont agités nerveusement, comme si elle attendait que quelque chose de terrible se produise. Elle en savait assez pour s'inquiéter, même si elle ne savait pas exactement ce que j'avais prévu. Le dîner a commencé par une petite conversation inconfortable. Le personnel traiteur, des professionnels formés de l'emplacement phare de Marina Bay, a servi des amuse-gueules pendant que la famille de ma mère avait une conversation prudente qui évitait de reconnaître les questions évidentes en suspens. Au plat principal, la patience de l'oncle Denny s'était amenuisée. Alors, Olivia, a-t-il dit, posant sa fourchette avec un accent délibéré. Nous devrions probablement discuter de ta situation. Le mot « situation » est sorti comme si j'étais un problème qui devait être géré. Ma situation, ai-je demandé calmement. Cette maison, la richesse soudaine. Familiale? Nous devrions comprendre ce qui se passe avec toi. Tante Rebecca a hoché la tête en signe d'accord. Surtout compte tenu des affaires compliquées de ton père. Nous voulons juste nous assurer que tu ne t'impliques pas dans quelque chose de louche. L'ironie était presque trop parfaite. Ils étaient assis dans ma maison, mangeant ma nourriture, buvant du vin de ma cave, et réussissaient quand même à insinuer que je faisais quelque chose de mal. Papa m'a laissé plusieurs choses à gérer, dis-je, gardant ma voix égale. J'ai passé les 3 derniers mois à me renseigner sur ses intérêts commerciaux. Le rire de tante Rebecca était aigu et incrédule. Intérêts commerciaux? Antonio vendait des assurances, Olivia, il s'en sortait à peine. Quel que soit l'argent que tu crois avoir. Laissez-moi vous montrer quelque chose, interrompis-je, me levant et récupérant les dossiers de présentation que Vincent et moi avions préparés. J'en plaçai un devant chaque personne à la table, ma mère y compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda l'oncle Denny avec suspicion. Des informations sur papa que vous n'auriez peut-être pas connues, dis-je, retournant à ma place et ouvrant mon propre dossier. Je pensais qu'il était temps que vous compreniez qui était réellement Antonio Castellano. Je commençais par Marina Bay Restaurant Group, les guider à travers les licences commerciales, les titres de propriété, les états financiers montrant 12 emplacements et des revenus annuels de plusieurs millions, leur montrer les listes d'employés, les déclarations de revenus, des articles sur le rôle de l'entreprise dans la revitalisation du quartier. C'est faux, dit l'oncle Denny, mais sa voix manquait de conviction. Antonio travaillait dans les assurances. Je fis glisser des documents notariés sur la table, des licences commerciales avec des sceaux officiels, des titres de propriété enregistrés auprès de la ville, des déclarations de revenus déposées auprès du gouvernement fédéral. Chaque document était légitime et vérifiable. Le visage de Madison était devenu pâle. Le rire nerveux de Brett sonnait forcé. Tante Rebecca fixait les documents comme s'ils pouvaient s'enflammer spontanément si elle détournait le regard. Je continuai méthodiquement à travers les propriétés Castellano, 37 bâtiments résidentiels et commerciaux, les évaluations de marché actuelles, les accords de location, des photos de propriétés rénovées qui avaient transformé des quartiers. Puis les portefeuilles d'investissement, les certificats d'action, les obligations,
les actifs diversifiés gérés par des conseillers financiers agréés avec une documentation couvrant 2 décennies. Je ne comprends pas, murmura maman. Et j'ai presque cru qu'elle voyait ces chiffres pour la première fois. Presque. Papa a construit un empire, dis-je simplement. Un empire commercial légitime qui employait des centaines de personnes et améliorait des milliers de vies. Il a juste choisi de vivre tranquillement et de garder sa privée. La voix de tante Rebecca devint stridente. Pourquoi cacher tout cet argent s'il l'avait réellement? Pourquoi vivre dans cette petite maison et laisser Caroline travailler s'il valait 42 millions de dollars? C'est ce que papa valait quand il est mort, finis-je pour elle. Et chaque centime légitime de cet argent m'est revenu. Le chiffre atterrit comme un coup physique. Madison halta réellement. La fourchette de Brett claqua sur son assiette. Le visage de l'oncle Denny passa par plusieurs couleurs avant de se fixer sur un blanc grisâtre. L'expression de tante Rebecca passa par le choc, l'incrédulité, la rage, et finalement quelque chose qui ressemblait à une horreur naissante alors qu'elle traitait ce que cela signifiait, ce qu'elle avait dit aux funérailles à propos d'un homme valant 42 millions de dollars. Ce n'est pas possible, dit faiblement l'oncle Denny. Nous l'aurions su. Ta mère nous l'aurait dit. Maman savait que papa avait de l'argent, dis-je, la regardant directement. Elle a juste choisi de ne pas partager cette information avec vous. N'est-ce pas, maman? Elle fixa son assiette, ne disant rien, choisissant à nouveau le silence, comme aux funérailles. Je possède des biens dans toute la ville maintenant, continuai-je, ma voix calme et factuelle. J'emploie des centaines de personnes. Je gère des programmes communautaires qui ont aidé des milliers de familles. Tout ce que vous pensiez savoir sur papa et moi était faux. Le silence autour de la table était assourdissant. Puis Madison essaya désespérément de sauver son argumentaire d'investissement. Olivia, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais à propos de l'agence de marketing que Brett et moi voulons lancer. Pourquoi devrais-je investir 60 000 $ dans une entreprise dirigée par quelqu'un qui s'est moqué de mes chaussures aux funérailles de mon père? La question flotta dans l'air comme de la fumée. Le visage de Madison devint rouge foncé. Je ne voulais rien dire par là, balbutia-t-elle. J'étais contrarié, les gens disent des choses quand ils sont contrariés. Vous nous avez appelé la famille pitoyable, dis-je doucement. Vous et Brett avez chuchoté sur le fait que papa était mort comme un escroc sans rien. Vous vous êtes moqué de mes larmes pendant que son corps attendait d'être enterré. Je sortis le deuxième dossier, celui avec les recherches de Vincent. Puisque nous parlons d'investissements commerciaux, laissez-moi partager quelques informations sur vos situations financières. L'entreprise de l'oncle Denny était en faillite, la société d'importation perdant de l'argent à cause de mauvaises décisions et d'une mauvaise gestion, à 3 mois de la faillite mais le cachant à tout le monde. La dette de carte de crédit de tante Rebecca approchant les 6 chiffres, des achats de créateurs qu'elle ne pouvait pas se permettre, maintenant les apparences tout en se noyant dans des paiements minimums. Madison et Brett tous deux au chômage depuis près d'1 an, vivant aux dépens de leurs parents tout en prétendant être de jeunes professionnels prospères. L'agence de marketing était le désespoir masqué en esprit d'entreprise. Je n'avais pas besoin d'être cruel à ce sujet. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Vous avez passé 23 ans à nous appeler pauvres, dis-je, ma voix égale, à appeler papa un escroc sans rien, à nous traiter comme des cas de charité qui ne connaissaient pas leur place. Et pendant tout ce temps, vous construisiez des vies qui sont à une crise financière de l'effondrement total. Je laissais cela s'installer avant de continuer. Vous vous êtes moqué d'un homme valant 42 millions de dollars comme de quelqu'un mort sans rien. Vous avez insulté les chaussures et les larmes de sa fille à ses funérailles. Et maintenant, vous voulez que cette même fille résolve vos problèmes financiers avec l'héritage dont vous prétendiez qu'il n'existait pas. Tante Rebecca commença à pleurer, pas des larmes de remords, mais des larmes de rage et d'humiliation, le genre de larmes que les gens versent quand ils réalisent qu'ils ont commis une erreur catastrophique et qu'ils n'ont aucun moyen de la réparer. Où avez-vous trouvé nos informations financières? Demanda l'oncle Denny, sa voix tremblant de colère et de peur. C'est privé. Vous n'aviez pas le droit. Les gens qui réussissent ont des ressources, dis-je simplement. Papa m'a appris ça, entre autres choses. L'oncle Denny se recula de la table, son visage violet de fureur. C'est scandaleux. Vous nous invitez ici sous de faux prétextes, vous nous humiliez avec des accusations. Je vous ai invité ici pour partager des informations sur l'héritage de papa, corrigez-je. C'est vous qui avez passé le dîner à insinuer que j'étais impliqué dans quelque chose de douteux. C'est vous qui l'avez traité d'escroc à ses funérailles. Je vous montre juste la vérité que vous étiez trop arrogant pour voir.
Tante Rebecca se leva brusquement, attrapant son sac à main. Nous partons. Denny, va chercher la voiture. Madison et Brett, on s'en va. Ils s'enfuirent comme si la maison était en feu, leurs pas résonnant dans le hall. La porte d'entrée claqua assez fort pour faire vibrer le lustre. Maman était assise à la table, fixant son dessert intact, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Tu savais, dis-je doucement. Tu as toujours su. Elle hocha la tête sans lever les yeux. Et vous les avez laissés nous traiter comme des déchets quand même. Un autre hochement de tête. Toujours pas de mots. Toujours choisir le silence plutôt que le courage. Je me levai, soudainement épuisé par tout cela, la planification, la révélation, les années de douleur accumulées enfin reconnues. Tu peux rester si tu veux, lui dis-je. La chambre d'amis est à l'étage, deuxième porte à gauche. Ou tu peux partir. C'est ton choix. Je m'éloignai, la laissant seule dans la salle à manger avec les ruines du dîner de Noël et le poids de 23 ans de lâcheté. J'ai trouvé maman toujours assise à la table de la salle à manger 1 heure plus tard, fixant son verre de vin intact comme s'il pouvait contenir des réponses à des questions qu'elle avait peur de poser. Les traiteurs avaient débarrassé la table, emballé en silence et nous avaient laissés seuls dans la maison qui semblait soudainement trop grande et trop vide. Je me suis versé du vin et me suis assise en face d'elle, attendant. Le silence s'étendait entre nous comme le gouffre qui s'était élargi pendant 3 mois, non, pendant 23 ans si j'étais honnête avec moi-même. Je savais, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. À propos de l'argent, à propos des liens de sa famille. Pas tout, mais assez. Je pris une gorgée de vin et ne dis rien. Elle avait besoin de dire ça sans être poussée. Quand Antonio et moi nous sommes mariés, il m'a dit que sa famille était compliquée, qu'elle avait des intérêts commerciaux qui existaient dans des zones grises, et moins j'en savais, plus je serais en sécurité. Ses mains se tordaient sur ses genoux. Il m'a fait promettre de ne jamais rien dire à ma famille parce qu'il ne leur faisait pas confiance. Il a dit qu'ils essaieraient soit d'utiliser l'information contre nous, soit d'exposer accidentellement des choses qui devaient rester privées. Alors, tu savais qu'il avait de l'argent, dis-je doucement. Tu savais qu'il venait du pouvoir et tu as quand même laissé les autres nous traiter comme des cas de charité pendant 23 ans. Je pensais que le défendre empirerait les choses, dit-elle, les larmes recommençant à couler. Je pensais que si je ripostais, si je reconnaissais ce que je savais, ma famille nous couperait complètement. Et alors où serions-nous? Où serais-tu, tu veux dire? Elle tressaillit mais ne le nia pas, j'avais peur d'être seule, de perdre la seule famille qui me restait à part toi et Antonio. Je n'arrêtais pas de me dire que leurs opinions n'avaient pas d'importance, que tant que nous connaissions la vérité, ce qu'ils pensaient était sans importance. Mais ça importait, dis-je, parce que leur cruauté a blessé papa. Ça m'a blessé. Et tu as choisi de laisser cela se produire plutôt que de risquer ta relation avec des gens qui ne te respectaient même pas. Je sais, sa voix se brisa. Les funérailles étaient le pire. Entendre Denny traiter Antonio d'escroc. Entendre Madison se moquer de toi, sachant que je devrais dire quelque chose, mais étant trop terrifié pour parler. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui se passerait si je le défendais. Rebecca poserait des questions. Je devrais mentir ou dire des vérités que j'avais promis de ne jamais dire, et tout empirerait. J'étudiais son visage. La femme qui m'avait élevé, qui m'avait lu des histoires au coucher et aidé avec mes devoirs et m'avait appris à conduire. La femme qui était aussi restée silencieuse pendant que sa famille nous détruisait pièce par pièce. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle, levant les yeux vers moi avec des yeux rougis. Peux-tu me pardonner? La question flottait entre nous. Je voulais dire oui, lui dire que tout irait bien, combler le fossé qui s'était ouvert si grand que je ne pouvais plus voir de l'autre côté. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Ton silence a blessé presque autant que leur cruauté. Peut-être plus, parce que tu étais censé être de notre côté. Tu étais censé nous protéger. J'essayais de te protéger, protesta-t-elle faiblement. S'ils avaient connu la vraie famille d'Antonio, s'ils avaient commencé à poser des questions, à parler aux mauvaises personnes. Papa m'a très bien protégé sans ton aide, interrompis-je. Il a construit un empire tout en me gardant complètement en sécurité. Tu ne me protégeais pas en restant silencieuse. Tu te protégeais de devoir faire des choix difficiles. Elle n'avait pas de réponse à ça. Nous restâmes en silence pendant que la vérité s'installait entre nous. Finalement, elle se leva. Je devrais partir. Je ne pense pas. Je ne pense pas que je devrais rester ici ce soir. Je n'essayais pas de l'arrêter,
je la conduisis juste à la porte et la regardai partir dans le même silence qu'elle avait maintenu pendant 23 ans. L'appel de Vincent arriva le lendemain matin alors que je buvais encore du café et digérais les dégâts émotionnels du dîner de Noël. « Nous avons un problème, dit-il sans préambule. Ton oncle Denis pose des questions bruyantes, sur la famille Castellano. » Je posai ma tasse de café avec précaution. Quel genre de questions? Le genre de questions qui reviennent aux personnes qui comptent. Il a parlé aux voisins, aux associés, à tous ceux qui veulent l'écouter, pour savoir si Antonio était lié au crime organisé et si tu es maintenant impliqué dans l'organisation Castellano. Mon estomac se noie. À quel point est-ce grave? Assez grave pour que la Dawn veuille te rencontrer ce matin. Denis se rend responsable. Et quand les gens deviennent responsables, des décisions doivent être prises sur la façon de les gérer. L'implication dans la voix de Vincent était claire. Je voulais donner une leçon à ma famille. Au lieu de cela, j'avais peut-être mis l'oncle Denis en danger réel. Je serai là dans 1 heure, dis-je. L'expression de Don Salvatore quand je suis entré dans son bureau n'était pas colérique. Au contraire, il avait l'air presque satisfait, comme un professeur regardant un élève rencontrer un problème difficile. « Asseyez-vous, dit-il, me faisant signe de prendre la chaise en cuir familière. Nous devons discuter de l'intérêt soudain de votre oncle pour l'histoire familiale. » Vincent a dit qu'il posait des questions bruyamment, indiscrètement, dans des endroits où ces questions attirent une attention indésirable. Le Dawn se pencha en arrière sur sa chaise. Il dit à qui veut l'entendre que sa nièce est liée à l'organisation Castellano et il veut comprendre ce que cela signifie. Plusieurs personnes m'ont demandé si nous avions un problème à régler. Les mots besoin d'être réglés portaient des implications qui me desséchèrent la bouche. Je ne veux pas qu'il soit blessé, dis-je rapidement. Il est ignorant et cruel, mais il reste de la famille. C'est le bon instinct, dit Don Salvatore, approuvant de la tête. Mais laissez-moi vous poser une question différente. Que feriez-vous si les questions de Denis vous mettaient en danger? Ou votre mère? Et si son indiscrétion exposait les affaires familiales aux autorités qui adoreraient avoir une excuse pour enquêter sur les opérations Castellano? Je n'avais pas pensé si loin. J'étais tellement concentré sur le fait de leur montrer la vérité sur papa que je n'avais pas envisagé les conséquences de la révélation de mes propres liens avec la famille. Les actions ont des conséquences au-delà de ce que nous entendons, continua le Dawn, sa voix patiente mais ferme. Avoir du pouvoir signifie assumer la responsabilité de ce que ce pouvoir met en mouvement. Vous vouliez que votre famille comprenne qui elle avait manqué de respect. Maintenant, elle le sait, et maintenant elle réagit de manière à créer de nouveaux problèmes qui nécessitent de nouvelles solutions. Il versa 2 petits verres de whisky malgré l'heure matinale. Vous avez 3 options, dit-il. 1. Vincent rend visite à Denis avec un avertissement clair que toute autre question aura de graves conséquences. C'est efficace mais crée la peur et le ressentiment. Les gens qui ont peur font parfois des choses imprévisibles. J'acquiesçai, suivant son raisonnement. 2. Nous fournissons à Denis des informations qui satisfont sa curiosité mais ne contiennent rien de réellement dommageable. Lui donner suffisamment de vérité pour l'empêcher de creuser, mais une vérité soigneusement contrôlée. Cela nécessite la confiance qu'il acceptera ce que nous lui dirons et qu'il cessera de poser des questions. Et la 3e option, lui donner ce qu'il veut, dit simplement Don Salvatore. Son entreprise est en faillite. Il a besoin d'argent. Nous fournissons un prêt suffisamment important pour résoudre ses problèmes immédiats avec des conditions suffisamment généreuses pour qu'il se sente reconnaissant plutôt que piégé. En échange, il cesse de poser des questions sur les affaires familiales qui ne le concernent pas. Il étudia attentivement ma réaction. Votre père aurait choisi l'option 3. Antonio croyait qu'il fallait résoudre les problèmes en créant des obligations et des relations plutôt que des ennemis et la peur. Transformer une menace potentielle en quelqu'un qui vous doit des faveurs. C'est plus cher à court terme, mais plus efficace à long terme. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. Numéro inconnu, mais quelque chose me fit répondre. Olivia, c'est ta tante Mélissa. Je n'avais pas entendu cette voix depuis des années. La plus jeune sœur de maman avait déménagé en Oregon après s'être mariée jeune et s'était surtout déconnectée du drame familial. Nous échangeaions des cartes de Noël mais parlions rarement. Tante Mélissa, je sortis du bureau du Dawn dans le couloir. Est-ce que tout va bien? Je viens de raccrocher avec Rebecca, dit-elle, sa voix tendue de colère. Elle a appelé en divaguant sur le dîner de Noël, sur la façon dont tu les avais humiliés avec des mensonges sur la richesse d'Antonio. Elle voulait que je la soutienne,
que je sois d'accord que tu étais cruel et inapproprié. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle était une idiote qui avait finalement eu ce qu'elle méritait. Le rire de Mélissa était aigu. Je voulais entendre ton point de vue directement, cependant. Que s'est-il réellement passé? Je lui ai donné la version condensée, les funérailles, mon éducation à la vraie vie de papa, la révélation de Noël sur sa richesse et son héritage. Bien, dit Mélissa quand j'ai terminé. Rebecca et Denny ont traité Antonio comme un déchet pendant des années. J'ai toujours pensé que c'était cruel et injuste. Tu n'as jamais rien dit parce que dire quelque chose aurait signifié être entraîné dans un drame familial dont je ne voulais pas faire partie. Elle fit une pause. Mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne parce qu'Antonio m'a demandé de le garder privé. J'attendis, sentant la présence de Don Salvatore dans le bureau derrière moi, à l'écoute. Quand mon mari m'a quitté il y a 12 ans, j'étais fauché et désespéré. J'avais 2 enfants, pas de travail, pas d'économie. J'ai appelé Antonio parce que je ne savais pas vers qui me tourner. Sa voix s'adoucit avec le souvenir. Il m'a envoyé 15 000 $. Il a dit que c'était un cadeau, pas un prêt. Il m'a dit que la famille était censée s'entraider sans garder de score. Cet argent m'a permis de traverser les 6 mois les plus difficiles de ma vie. Je ne le savais pas, papa n'en avait jamais parlé. Il m'a fait promettre de ne rien dire à Rebecca ou Denny, continua Mélissa, il a dit qu'il ne comprendrait pas, qu'il me jugerait soit pour avoir eu besoin d'aide, soit qu'il le jugerait pour en avoir donné. Alors, je l'ai gardé privé. Mais je n'ai jamais oublié que ton père m'a sauvé alors que ma propre sœur n'aurait pas levé le petit doigt pour m'aider. Merci de me l'avoir dit, dis-je doucement. Il y a plus, dit Mélissa, son ton changeant. Rebecca parle de contester le testament d'Antonio. Elle prétend qu'il a dû acquérir sa richesse par des moyens illégaux et que, par conséquent, elle devrait être redistribuée aux membres de la famille légitime. Elle cherche des avocats qui accepteront l'affaire. Ma main se crispa sur le téléphone. Sur quelle base? La cupidité déguisée en indignation morale, dit Mélissa sans détour. Elle pense que si elle peut prouver que l'argent provenait d'une activité criminelle, un tribunal pourrait redistribuer la succession. C'est absurde. Elle n'a aucune preuve, aucun statut, rien que du dépit et de la jalousie. Mais elle est assez en colère pour essayer. S'il y a des contestations judiciaires, continua Mélissa, je veux que tu saches que je témoignerai sur le caractère et la générosité d'Antonio. Je dirai à tout tribunal qui le demande que ton père était un homme bon qui aidait les gens sans rien attendre en retour. Rebecca n'a pas le droit de réécrire l'histoire juste parce qu'elle est embarrassée de s'être trompée. Après avoir raccroché, je suis resté dans le couloir à traiter tout. L'oncle Denny posant des questions dangereuses. Tante Rebecca planifiant des contestations judiciaires. Les excuses creuses de maman et Mélissa, une alliée inattendue qui comprenait réellement qui était papa. Je retournai au bureau du Down. Il attendait patiemment, son whisky intact. Ma tante prévoit de contester le testament de papa, lui dis-je. Elle prétend que l'argent doit être illégal. Ce n'est pas le cas, dit calmement Don Salvatore. Chaque centime qu'Antonio vous a laissé provenait d'opérations commerciales légitimes avec une documentation qui survivrait à tout examen juridique. Laissez-la gaspiller de l'argent avec des avocats. Ils lui diront qu'elle n'a aucune chance. Et l'oncle Denny, c'est toujours votre décision, dit le Down. Mais maintenant, vous comprenez toute l'image. Votre famille ne se contente pas de poser des questions. Elle essaie activement de saper ce que votre père a construit. La façon dont vous réagirez définira qui vous deviendrez. Je pensais à la patience de papa, à sa pensée stratégique, à sa croyance qu'il fallait transformer les ennemis en obligations. Option 3, dis-je, finalement, donner à Denny le prêt. Créer une obligation au lieu d'un ennemi. Don Salvatore sourit. Votre père serait fier. Vincent organisa la réunion pour l'après-midi suivant à Bennett Auto Repair. L'emplacement était délibéré, un terrain neutre qui servait également de rappel exact du type de travail que faisait la famille Castellano et de qui en bénéficiait. Marcus appela l'oncle Denny personnellement, disant qu'il avait entendu dire que Denny avait des questions sur Antonio Castellano et la famille, et peut-être qu'il pourrait en parler en privé. Denny, pensant apparemment avoir trouvé quelqu'un de prêt à bavarder, accepta immédiatement. J'arrivai 1 heure en avance avec Vincent. Marcus nous accueillit à l'entrée de son atelier, l'air nerveux mais déterminé. Votre père m'a aidé quand je n'avais nulle part où me tourner, dit-il doucement.
Si je peux lui rendre cette faveur en aidant sa fille à gérer un problème, c'est le moins que je puisse faire. Quand la voiture de Denis se gara sur le parking, j'étais assise dans le petit bureau de Marcus avec Vincent debout près de la porte. Marcus sortit à sa rencontre, avec des poignées de main amicales et des bavardages, l'amenant à l'intérieur avant que Denis ne réalise ce qui se passait. Il s'arrêta net en me voyant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Denis, son visage devenant rouge. « Marcus, tu as dit que tu voulais parler. »« Je veux parler, » interrompit Marcus, « de la raison pour laquelle tu poses des questions qui rendent les braves gens nerveux. » Les yeux de Denis papillonnèrent entre moi, Vincent et Marcus, le calcul visible dans son expression. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Tu étais au restaurant sur la 5e rue hier, » dit Vincent, sa voix calme mais portant un tranchant qui fit se raidir Denis, demandant à l'homme à la table d'un accent grave côté s'il savait quelque chose sur les liens de la mafia d'Antonio Castellano. Assez fort pour que la moitié du restaurant t'entende. J'ai tous les droits de poser des questions sur les affaires de mon beau-frère, fanfaronna Denis, mais sa voix manquait de conviction. Surtout quand ma nièce apparaît soudainement avec une richesse inexpliquée et des liens, elle aussi. Tu as des droits, interrompis-je. Mais les droits viennent avec des responsabilités. L'une de ces responsabilités est de comprendre que vos questions bruyantes mettent des gens en danger, y compris votre propre sœur. Cela a attiré son attention. Caroline, qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça, ai-je dit sèchement. Tu crois que diffuser de la curiosité sur la famille Castellano est sans conséquence? Tu crois que poser des questions à des inconnus dans des lieux publics sur des liens avec le crime organisé est juste une enquête innocente? Tu places une cible sur tous ceux qui sont liés à moi, y compris maman. Marcus s'est avancé. Votre beau-frère m'a aidé à sauver mon entreprise il y a 10 ans, a-t-il dit. Lorsque de plus grands concurrents ont essayé de me détruire par l'intimidation et le vandalisme, Antonio est intervenu. Il a fait en sorte que je puisse garder ma boutique ouverte, que mes employés continuent de travailler, qu'ils continuent de soutenir leur famille. Il a fait un geste vers la boutique qui nous entourait. Tout ce que vous voyez ici existe parce qu'Antonio Castellano croyait que les honnêtes gens d'affaires méritaient d'être protégés des brutes. C'est ce que fait la famille Castellano. Ils aident les gens qui n'ont nulle part où se tourner. Et vos questions, a ajouté Vincent calmement, font se demander aux gens si nous avons un problème qui doit être réglé. Comprenez-vous ce que je dis, Denis? Le visage de Denis était devenu pâle. Il comprenait enfin que ce n'était pas un potin abstrait. C'était un réel danger dans lequel il s'était fourvoyé par arrogance et stupidité. Que voulez-vous de moi, a-t-il demandé, sa voix faible. Je me suis penché en avant. Je vais vous faire une offre. Une seule fois. Soyez attentifs car je ne la répéterai pas. Il a acquiescé en silence. Votre entreprise est en faillite, ai-je dit. Pas à cause de la malchance ou des forces du marché, mais parce que vous prenez de mauvaises décisions et que vous traitez mal les gens. L'argent seul ne résoudra pas ça. Mais je suis prêt à fournir une injection de trésorerie unique de 50 000 $ pour stabiliser vos problèmes immédiats. Ses yeux se sont écarquillés d'un espoir désespéré. Je vais également vous présenter à des consultants en affaires qui savent vraiment ce qu'ils font, des personnes qui peuvent vous aider à restructurer correctement vos opérations si vous êtes prêt à écouter et à suivre leurs conseils. Merci, a-t-il commencé, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. En échange, vous cessez complètement de poser des questions sur papa et la famille Castellano. Vous traitez ma mère avec une décence élémentaire, et vous reconnaissez publiquement que vous avez mal jugé mon père. Son expression a changé, l'espoir luttant contre la fierté. Publiquement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie appeler les parents qui vous ont entendu vous moquer de papa à ses funérailles et leur dire la vérité, qu'Antonio Castellano était un homme d'affaires prospère qui a bâti un héritage important, et que vous avez eu tort de lui manquer de respect. L'excuse lui coûterait plus que l'argent. Je pouvais voir ce calcul se jouer sur son visage. Si vous acceptez, ai-je continué, nous avançons avec la claire compréhension que c'est la seule aide que vous recevrez jamais de moi. Si vous refusez, vous gérez votre faillite seul et expliquez à tante Rebecca et à vos enfants pourquoi vous avez refusé une aide qui aurait pu les sauver. Denis était assis sur la chaise usée en face de moi, ses mains agrippant les accoudoirs, la fierté luttant contre le désespoir, l'ego luttant contre l'instinct de survie. Comment puis-je savoir que vous allez réellement me donner l'argent, a-t-il finalement demandé. Que ce n'est pas juste un piège. Vincent a sorti une enveloppe de sa veste et l'a posée sur le bureau. Chèque de banque, 50 000 $, libellé au compte de l'entreprise de Denis Harper. Signez l'accord, passez les appels, et il est à vous aujourd'hui.
Denny fixait l'enveloppe comme si elle allait le mordre. Que se passe-t-il si je dis non, a-t-il demandé. Alors vous partez, ai-je dit simplement. Et nous n'avons plus jamais cette conversation. Et vous vous occupez de votre faillite tout seul tout en vous demandant ce qui se serait passé si vous aviez choisi différemment. Le silence s'est étiré. Je pouvais le voir parcourir les scénarios, essayant de trouver un angle, un moyen d'obtenir l'argent sans payer le prix que j'exigeais. Les appels, a-t-il finalement dit. Que dois-je dire exactement? La vérité. Que vous avez mal jugé Antonio Castellano, qu'il était un homme d'affaires prospère qui a bâti des entreprises légitimes, que vous avez eu tort de lui manquer de respect à ses funérailles, et que vous regrettez vos paroles. Qui dois-je appeler? Commencez par tante Mélissa. Puis tous ceux qui vous ont entendu traiter papa d'escroc sans rien. J'ai sorti mon téléphone. Nous allons le faire tout de suite au haut-parleur pour qu'il n'y ait aucune confusion quant à savoir si vous avez respecté votre part de l'accord. Il a regardé Vincent, qui est resté impassible, a regardé Marcus, qui a juste haussé les épaules, m'a regardé et n'a vu aucune pitié, aucune flexibilité, juste l'accord sur la table et le temps qui passe. Très bien, a-t-il finalement dit. J'accepte. Je lui ai tendu mon téléphone avec le numéro de Mélissa déjà composé. Passez l'appel. Sa main tremblait légèrement en composant. Quand Mélissa a répondu, je l'ai mis sur haut-parleur. Denny, a-t-elle dit, surprise. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Mélissa, il s'est éclairci la gorge. Je dois te dire quelque chose à propos d'Antonio, à propos de ce que j'ai dit à ses funérailles. J'ai attendu. Tout le monde dans la pièce aussi. J'avais tort, a dit Denny, les mots sortant raides mais clairs. Antonio Castellano était un homme d'affaires prospère qui a bâti des entreprises légitimes et a contribué à sa communauté. Je l'ai complètement mal jugé. Je lui ai manqué de respect à ses funérailles, et je regrette mes paroles. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Puis Mélissa a ri, pas méchamment, mais avec une véritable surprise. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Denny? J'ai appris plus de choses sur ce qu'il a réellement construit, a dit Denny, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge, et j'ai réalisé que j'avais été injuste envers lui et envers Olivia, alors je m'excuse publiquement auprès de tous ceux qui veulent bien m'écouter. Après qu'il ait raccroché, je lui ai fait appeler 2 autres parents qui étaient aux funérailles. Chaque fois, les excuses sont sorties plus douces, plus pratiquées, mais toujours fondamentalement honnêtes. Lorsque le dernier appel a pris fin, Vincent a fait glisser l'enveloppe sur le bureau. Les consultants vous contacteront lundi matin, ai-je dit. Écoutez-les. Suivez leurs conseils. Et Denny, si j'entends dire que vous avez posé des questions sur la famille à nouveau, cet arrangement prendra fin de façon permanente. Il a saisi l'enveloppe et est parti sans dire un mot de plus, marchant vers sa voiture comme un homme qui venait de survivre à quelque chose de dangereux sans comprendre pleinement à quel point il était passé près de la catastrophe. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Le papier à en tête était cher, le langage formel et menaçant. Au nom de notre cliente, Rebecca Harper, nous vous écrivons pour contester formellement la validité du testament d'Antonio Castellano et la légitimité de sa succession. J'ai lu les accusations, les allégations selon lesquelles la richesse de papa devait avoir été acquise illégalement, les demandes de comptabilité détaillées de chaque actif, les menaces d'impliquer les autorités fédérales si je ne me conformais pas dans les 30 jours. J'ai appelé Patricia Williams, l'avocate de la succession de papa, et je lui ai lu la lettre au téléphone. Elle a ri. Elle a vraiment ri. C'est la menace juridique la plus inoffensive que j'ai vue depuis des mois, a-t-elle dit. Chaque actif qu'Antonio vous a laissé était accompagné d'une documentation qui survivrait à tout examen minutieux. Nous avons des décennies de déclarations de revenus, de licences commerciales, de registres de propriété, tous parfaitement légitimes. Rebecca n'a donc pas d'affaires. Elle n'a même pas qualité pour en intenter une. Patricia a dit qu'elle n'est pas bénéficiaire, pas une épouse, pas quelqu'un avec une quelconque revendication légale sur la succession. Son avocat est soit incompétent, soit il sait que c'est futile mais a pris son argent quand même. Un soulagement m'a envahi. Alors on l'ignore? Pas tout à fait, a dit Patricia, son ton changeant. L'accusation d'illégalité de Rebecca pourrait attirer l'attention des autorités qui adoreraient avoir une excuse pour enquêter sur la famille Castellano. Nous devons répondre avec une documentation accablante qui prouve la légitimité tout en indiquant clairement que les fausses accusations ont des conséquences.
Elle a fait une pause. Avec votre permission, je vais préparer une réponse qui enterrera son avocat sous des preuves. Déclaration de revenus, licence commerciale, rapport d'audit, tout ce qui prouve que la richesse d'Antonio était légitime. Et je vais inclure une formulation qui indique clairement qu'un harcèlement continu serait déconseillé. Faites-le, ai-je dit. Ce soir-là, ma sonnette a retenti. Madison se tenait sur le pas de ma porte, du mascara coulant sur son visage, ayant l'air plus vulnérable que je ne l'avais jamais vu. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. « S'il te plaît, juste nous deux. » J'ai failli dire non. J'ai failli fermer la porte et la laisser gérer la crise qui l'avait amenée ici. Mais quelque chose dans son expression, une douleur brute au lieu de sa performance calculée habituelle, m'a fait m'écarter. Nous nous sommes assises dans mon salon, la même pièce où j'avais organisé le dîner de Noël qui avait tout changé. Elle fixait ses mains, les tordant sur ses genoux, ayant clairement du mal à trouver les mots. « Je suis jalouse de toi depuis qu'on est gamine », a-t-elle finalement dit. « Pas de ce que tu avais, de la façon dont tu l'avais. » J'ai attendu. « Ton père t'aimait », a-t-elle continué, sa voix se brisant. « Il t'aimait vraiment. Il savait qui tu étais, ce qui t'importait, ce qui te rendait heureuse. » Mon père, elle a ri amèrement. Il me voit comme un reflet de lui-même. Si je réussis, cela prouve qu'il a du succès. Si j'échoue, ça l'embarrasse. Il ne me connaît pas du tout. Je n'avais jamais entendu Madison parler comme ça, honnête, vulnérable, sans son armure habituelle de supériorité. Aux funérailles, quand je me suis moqué de tes larmes, de ton chagrin, elle a levé les yeux, croisant mon regard, une partie de moi était en colère parce que je savais que je n'aurais jamais ce genre de perte parce que je n'ai jamais eu ce genre d'amour, et ça m'a rendu cruel d'une manière dont j'ai honte maintenant. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Mes parents m'ont dit que je suis déloyal en ne soutenant pas le défi juridique de maman contre toi, a-t-elle dit, qu'une bonne fille soutiendrait sa famille, quelle est raison ou tort. Et j'ai réalisé qu'ils ne se soucient pas vraiment de moi. Ils se soucient de mon utilité, de ma conformité. Elle a essuyé ses larmes. Je ne demande pas d'argent ou de faveur. Je voulais juste m'excuser vraiment pour la première fois de ma vie sans aucun intérêt caché. J'ai étudié son visage, cherchant le calcul, la performance que j'avais appris à attendre. Mais tout ce que j'ai vu, c'était de l'épuisement et de l'honnêteté. Si tu es sérieuse à l'idée de recommencer, ai-je dit lentement, de construire quelque chose de réel au lieu de juste faire semblant, je connais des gens qui pourraient t'aider à trouver un travail légitime, mais cela signifierait gagner ton succès au lieu de te le voir donner. Madison a acquiescé. Je comprends, et je sais que je ne mérite pas ton aide après la façon dont je t'ai traité, mais si tu es prête à me donner une chance, je prouverai que je suis sérieuse à l'idée de changer. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose de sincère dans son expression au lieu du masque qu'elle portait habituellement. Peut-être que la rédemption était possible, même pour les personnes qui avaient passé des années à être cruelles. 6 semaines se sont écoulées dans un tourbillon de réunions d'affaires, de réponses juridiques et de la refonte progressive de relations brisées depuis des décennies. Puis, Don Salvatore a appelé avec une invitation. « J'organise un événement, a-t-il dit, pour honorer les contributions de votre père à la communauté, les bourses d'études qu'il a financées, les entreprises qu'il a aidé à créer, les familles qu'il a aidées pendant les périodes difficiles. Cela aurait dû arriver il y a des années, mais Antonio préférait travailler tranquillement. Il est maintenant temps que les gens comprennent ce qu'il a construit. » L'événement a eu lieu au restaurant phare de Marina Bay un samedi après-midi au début de février. Plus de 100 personnes remplissaient l'espace, des propriétaires d'entreprises, des boursiers, des chefs de file de la communauté, des personnes dont la vie avait été touchée par papa d'une manière que je commençais seulement à comprendre. Oncle Denny et sa famille ont reçu des invitations. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent, mais quand je suis arrivé, ils étaient là, assis à l'arrière, ayant l'air mal à l'aise, mais présents. Même tante Rebecca s'était présentée, bien qu'elle n'ait pas croisé mon regard. Don Salvatore a ouvert l'événement avec un discours sur la communauté, la famille et les façons discrètes dont les bonnes personnes améliorent le monde qui les entoure. Il a parlé du sens des affaires de papa, de son dévouement à aider les autres, de sa conviction que le succès ne signifiait rien s'il n'améliorait pas la vie des gens. Puis il a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a invité oncle Denny à prendre la parole. Mon oncle s'est levé lentement, se dirigeant vers le microphone comme un homme s'approchant de quelque chose qu'il redoutait. Son visage était pâle, ses mains agrippant des fiches qui tremblaient légèrement. « Je suis Denny Harper », a-t-il commencé, sa voix incertaine.
le beau-frère d'Antonio Castellano, et je dois des excuses à tout le monde ici, mais surtout à ma nièce Olivia. Il m'a jeté un coup d'œil, puis de nouveau à ses notes. Pendant 23 ans, j'ai complètement mal jugé Antonio. J'ai laissé les préjugés et l'incompréhension m'aveugler sur qui il était vraiment et sur ce qu'il construisait. Je l'ai traité d'escroc. J'ai traité sa famille avec manque de respect. Et à ses funérailles, sa voix s'est légèrement brisée, à ses funérailles, j'ai dit des choses qui étaient cruelles et complètement fausses. La pièce était silencieuse, sauf pour la voix de déni. Antonio Castellano était un homme d'affaires prospère qui a bâti des entreprises légitimes qui employaient des centaines de personnes et amélioraient cette communauté d'une manière que je n'ai jamais pris la peine de voir. Il était généreux, intègre et dévoué à aider les gens qui n'avaient nulle part où se tourner. Et j'étais trop arrogant pour reconnaître tout cela. Il m'a regardé directement. Olivia, je suis désolé pour les funérailles, pour chaque réunion de famille où je t'ai fait te sentir petite, pour chaque fois que j'ai manqué de respect à la mémoire de ton père. J'avais tort sur tout. Ce n'était pas éloquent. Son débit était maladroit, et certaines parties semblaient répétées, mais c'était sincère et public et exactement ce que j'avais demandé. Après, des gens se sont approchés de moi avec des histoires sur papa que je n'avais jamais entendues, une femme dont il avait payé les factures médicales lorsque son assurance avait expiré, un homme dont papa avait aidé à sauver le petit restaurant pendant la récession, une adolescente qui avait reçu une bourse qui avait rendu l'université possible lorsque sa famille n'avait pas les moyens de la payer. Votre père n'a jamais voulu de reconnaissance, m'a dit la mère de l'adolescente, les larmes aux yeux. Il voulait juste aider. C'est le genre de personne qu'il était. Je suis resté là à écouter histoire après histoire, réalisant que papa avait touché beaucoup plus de vie que je ne l'avais jamais su. Ce rassemblement me montrait toute l'étendue de son héritage, pas seulement les entreprises et les propriétés, mais l'impact humain de 25 ans de générosité discrète. Alors que les gens commençaient à partir, maman est apparue à mon coude. « On peut parler ?» a-t-elle demandé calmement. « En privé ?» Nous avons trouvé un coin tranquille dans le restaurant à l'écart des invités restants. Maman avait l'air plus petite en quelque sorte, diminuée d'une manière qui n'avait rien à voir avec la taille physique. « Je déménage ?» a-t-elle dit sans préambule. « En Oregon pour vivre près de Melissa. » La nouvelle n'aurait pas dû me surprendre, mais elle a quand même atterri avec un poids inattendu. « Quand ?» ai-je demandé. « Fin du mois. J'ai déjà commencé à faire mes valises. » Elle s'est tordue les mains sur ses genoux. « Je ne peux plus rester ici, Olivia. Partout où je regarde, je me souviens d'Antonio et de ce que je n'ai pas réussi à faire. Ce que je n'ai pas réussi à être. Maman, j'ai laissé ma famille le traiter comme de la merde pendant 23 ans. Elle a interrompu. Je suis restée silencieuse à ses funérailles pendant qu'il se moquait de lui. J'ai choisi leur approbation plutôt que sa dignité et ton bien-être. Je ne sais pas comment vivre avec ça. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. Peux-tu me pardonner, a-t-elle demandé. Un jour. Je ne demande pas maintenant. Je sais que je ne le mérite pas maintenant, mais peut-être un jour. J'ai pensé à toutes les années de silence, à tous les moments où elle aurait pu se lever et a choisi de ne pas le faire, aux funérailles où elle les avait laissés nous détruire sans dire un mot. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Le pardon n'est pas quelque chose que je peux forcer, mais je comprends que tu as fait ce que tu pensais devoir faire pour survivre. J'aurais aimé que tu sois plus forte. J'aurais aimé que tu nous choisisses. Mais je comprends. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti une enveloppe usée sur les bords comme si elle avait été manipulée de nombreuses fois au fil des ans. Ton père a écrit ça pour toi il y a 10 ans, a-t-elle dit. Il m'a fait promettre de ne pas te le donner tant que tu ne serais pas plus âgée et prête à comprendre. Je pense que tu es prête maintenant. Après son départ, je me suis assise seule dans ce coin tranquille et j'ai ouvert la lettre avec des mains tremblantes. Ma très chère Olivia, si tu lis ceci, je suis partie. Et j'espère que ta mère a eu la sagesse de te le donner quand le moment serait venu. Il y a des choses que j'ai besoin que tu saches. Des choses que je ne pouvais pas dire de mon vivant sans révéler des vérités dont je voulais te protéger. J'ai bâti un empire. Oui, accumulé de la richesse, créé des entreprises, établi des liens, mais rien de tout cela n'a d'importance comparé à la seule chose que j'ai complètement bien faite, être ton père. Au moment où tu liras ceci, tu connaîtras probablement ma vraie famille, l'organisation Castellano, le monde que j'ai gardé séparé de toi. J'ai fait ce choix délibérément, non pas parce que j'avais honte de toi ou honte de ce monde, mais parce que je voulais que tu aies des choix que je n'ai jamais eus.
La vraie force n'est pas une question de pouvoir ou d'argent, Olivia. Il s'agit de savoir qui tu es et ce que tu défends, même lorsque le monde essaie de te dire le contraire. Il s'agit de faire des choix basés sur des principes plutôt que sur la peur. Il s'agit d'utiliser toutes les ressources dont tu disposes pour améliorer la vie des personnes qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes. Si tu choisis de t'éloigner de tout ce que j'ai construit, je serai fier de toi. Si tu choisis de l'embrasser et de continuer le travail, je serai fier de toi. C'est le choix qui compte, la liberté de décider de ton propre chemin. Souviens-toi que la dignité et la patience sont leurs propres formes de force. Souviens-toi que la vengeance est vaine, mais que la justice est nécessaire. Souviens-toi que la mesure d'une personne n'est pas ce qu'elle accumule, mais ce qu'elle donne et qui elle protège. Je t'aime plus que tout l'argent de toutes les banques du monde entier. Tu es ma plus grande réussite, mon héritage le plus fier, le meilleur de moi rendu réel. Quoi que tu choisisses, quoi que tu deviennes, sache que je suis fier de toi avec tout mon amour. J'ai pleuré dans ce coin tranquille du restaurant, pleurant enfin correctement sans colère, sans vengeance ou sans projets obscurcissant la perte. Juste une pure tristesse pour l'homme qui m'avait aimé inconditionnellement et avait bâti un empire pour me protéger tout en m'apprenant à être assez forte pour ne pas en avoir besoin. Les mois qui ont suivi ont été remplis d'apprentissage et de construction. Vincent a continué mon éducation à la fois dans les opérations commerciales légitimes et les aspects plus complexes des obligations familiales. J'ai créé la fondation Antonio Castellano, élargissant les programmes de bourse d'études et les initiatives d'aide communautaire que papa avait financées discrètement pendant des années. Madison a réellement suivi sa promesse de changer. Elle a commencé dans l'un de nos restaurants en tant qu'assistante gérante, travaillant sous les ordres d'Isabella, qui n'avait aucune patience pour la performance ou la paresse. Madison a travaillé plus dur que je ne l'avais prévu. Tôt le matin, tard le soir, apprenant le métier de A à Z. Elle a du potentiel, m'a dit Isabella après 3 mois. Si elle reste humble et continue à travailler, elle pourrait réellement construire quelque chose de réel. Notre relation n'était pas chaleureuse. Probablement qu'elle ne le serait jamais, mais un respect mutuel se développait, construit sur un travail honnête plutôt que sur une obligation familiale. Tante Mélissa est devenue une mentor inattendue, appelant chaque semaine pour prendre des nouvelles et offrir sa sagesse sur la façon de gérer la complexité familiale. La meilleure vengeance, m'a-t-elle dit un soir, n'est pas de détruire les gens qui t'ont blessé. C'est de construire quelque chose de si bien que leur absence en devienne leur punition. J'y ai pensé souvent. Rebecca et Denny étaient largement absents de ma vie maintenant, gérant leurs propres problèmes pendant que je construisais quelque chose de significatif avec les ressources que papa m'avait laissées. 1 an après la mort de papa, j'étais assise dans le bureau de Don Salvatore, examinant les rapports trimestriels et discutant des affaires familiales. Il écoutait mes idées sur le transfert de plus d'opérations vers le territoire légitime, l'expansion des programmes communautaires, faisant du nom Castellano synonyme d'investissement communautaire plutôt que de simple pouvoir et influence. Tu as l'esprit stratégique de ton père, a-t-il observé, mais ta propre boussole morale. Tu remets en question des choses qu'Antonio acceptait automatiquement. Ce n'est pas de la faiblesse, Olivia. C'est de l'évolution. Il nous a versé du whisky à tous les deux, un rituel que nous avons développé au fil des mois de ces réunions. La famille doit changer avec chaque génération, a-t-il continué, sinon elle devient cassante et se brise. Ton père l'a compris. Il a construit la base qui te permet même d'envisager la voie que tu proposes. Pensez-vous que c'est possible, ai-je demandé. De réellement tout transférer vers le légitime avec patience et stratégie. Oui, a-t-il souri légèrement. Ton père a passé 25 ans à bâtir la confiance et l'infrastructure. Tu as l'avantage de partir de sa base, mais cela prendra du temps, des années, peut-être des décennies. Alors que je rentrais chez moi en voiture à travers des rues que je comprenais maintenant d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer il y a 1 an, j'ai pensé à la fille qui s'était tenue aux funérailles de son père avec des chaussures de magasin à rabais, moquée par des gens qui ne savaient pas qui elle était. Cette fille était partie. Pas détruite, mais transformée. J'avais appris que la vengeance pouvait être une question de révélation plutôt que de destruction, que le pouvoir était plus efficace lorsqu'il était appliqué avec précision plutôt qu'avec fureur, que la dignité et la patience étaient leur propre forme de force. J'étais Olivia Castellano, fille d'Antonio Castellano, héritière de son empire et de ses valeurs, construisant un héritage qui honorait son nom tout en créant mon propre chemin vers l'avant. Les chaussures de magasin à rabais dont Madison s'était moquée étaient dans mon placard à la maison. Je les gardais comme un rappel, non pas de l'humiliation, mais du chemin parcouru et de ce que j'étais devenu.
Le plus grand cadeau de mon père n'était pas les 42 millions de dollars qu'il m'a laissés. C'était de m'enseigner par son exemple que la vraie force signifiait savoir qui tu es et ce que tu défends, même lorsque le monde essaie de te dire le contraire. Et maintenant, j'utilisais ce cadeau pour construire quelque chose de digne de sa mémoire, quelque chose qui durerait. Si cette histoire de justice et d'héritage vous a accroché dès la première insulte aux funérailles jusqu'au triomphe final, écrasez ce bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée était quand ces VUS noirs se sont arrêtés au cimetière et que Vincent Moretti s'est incliné devant Olivia tandis que les visages de sa famille sont devenus blancs. Quel a été votre moment préféré? Déposez-le dans les commentaires ci-dessous. Vous voulez plus d'histoires de vengeance puissante où les sous-estimés se lèvent et reprennent ce qui leur appartient? Abonnez-vous et appuyez sur cette cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.